Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 de Contempo. On a avec nous Victor, mieux connu sous le nom de Vitesse, et Pénélope, mieux connue sous le nom de Toupie. Donc bienvenue. Merci. Merci à vous d'être là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'entrée dans la musique, déjà de manière générale, etc. Moi, c'est vrai que j'étais plus consommatrice, on va dire. J'étais plus du côté dance floor pendant très longtemps. Ouais. Et j'ai commencé à sortir assez jeune. Comme je venais de Paris, t'as vite des opportunités, même quand t'as pas 18 ans. Ok, tu étais né ici ? Ok, ouais, d'accord. Okay. Et c'est vrai qu'après, j'avais de plus en plus de potes qui ont commencé à avoir des collectifs, à organiser des soirées, évidemment aussi avec Victor qui fait toutes ces dates. Et j'ai surtout vu de plus en plus de nanas prendre le contrôle des platines. Ouais. Parce que pour moi, avant, c'était même pas une possibilité de jouer. Okay. Puis à un moment, je me suis dit, mais en vrai, moi aussi, je pourrais le faire. J'ai commencé à avoir envie. Ouais. Et c'est une amie qui s'appelle Carla, qui gère donc Paillettes Pompettes, qui organise des soirées. Ouais. Qui savait que c'était une envie qui grandissait de plus en plus en moi, qui m'a dit, mais écoute, moi j'ai une date, est-ce que t'es chaude ? Et je dis, ouais, grave, et ça a commencé comme ça. D'accord. Voilà. Mais à ce moment-là, avant la date, tu savais déjà DJ, etc. Un petit peu, ouais. T'as appris comment ? C'est Victor qui m'a appris à mixer. Ok, d'accord. On a la chance d'avoir des platines à la maison. Ok, c'est quoi comme platine ? C'est des XDJ 700. Ok, qui sont très bien, tu vois, c'est petit, tout ça, dans le setup. Et donc voilà, moi je savais que je mixe parfois, donc c'était toujours bien d'avoir des platines à la maison. Et Pénélope a eu les opportunités, m'a demandé est-ce que tu pourrais me montrer comment ça marche et apprendre à jouer. Donc je lui en 2-3 heures, c'était fait. Elle a vite appris, elle a bien appris et maintenant, ça roule, quoi. Ok, trop cool. Et tu rentres un peu dans la prod ou pas du tout ? Non, franchement, pour le moment, en fait, ça demande quand même... j'ai déjà essayé et tout, parce qu'en plus, là, pour le coup, il y a tout le matos à la maison. Mais ça demande vraiment du temps. Moi, là, ce que j'aime pour le moment, c'est vraiment chercher les musiques, être DJ. Et je pense que, franchement, c'est pas mon credo. C'est pas ton truc pour l'instant. C'est vrai qu'en tout cas, quand on rentre, il faut vraiment rentrer dedans. C'est ça, en plus, ça demande vraiment un temps, un apprentissage. Hyper différent, exactement. Et du coup, toi, t'es rentré dans la musique comment de manière générale ? Assez jeune, évidemment, de par ma famille. Mon père faisait de la guitare dans un groupe. Ah, cool. Donc, il était ami avec d'autres musiciens qui jouaient, dont un qui m'a donné ma première batterie. Ok. Et j'ai commencé à jouer de la batterie trop cool. Grâce au batteur de téléphone qui m'a prêté une batterie. Donc, voilà, de par les influences de la famille, j'ai commencé à jouer beaucoup de musique avec les amis. Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir un petit studio chez moi, chez mes parents. Okay. Donc voilà, je me suis mis très vite à fond là-dedans. Il y a eu beaucoup de styles différents. Au début, c'était évidemment à l'époque, quand tu joues de la batterie, tu joues du rock, tu joues du jazz, un peu de la fusion. C'était à quel âge que tu as commencé la batterie ? Je dirais autour de 12-13 ans. C'était assez jeune. Oui, d'accord. Il y a eu des phases. En gros, j'en ai fait jusqu'à 12, 13, 14 ans. Ouais. Ensuite, à l'adolescence, peut-être qu'à un moment, ça m'a un peu moins plu. Donc, je l'ai remis un peu de côté. Ouais. Et ensuite, je sais qu'en arrivant au lycée, je me suis fait des potes avec qui on s'est mis à beaucoup jouer de nouveau. Et tout. Tu vois, donc là, c'est revenu à fond. Okay. Et ensuite, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en joue quand même beaucoup moins. Ouais. Parce qu'une vraie batterie, ça prend de la place. Et ça fait du bruit. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, sur ton dos, tu fais quand même des drums, etc. Absolument, donc, ouais. Et je me suis fait un petit plaisir, on en parlera sûrement, mais je me suis loué une batterie électronique à la maison. Là. Ah, c'est cool ça. Et je vais l'avoir sur quelques dates. Batterie électronique, c'est bien pour les voisins, ça. Parce que, surtout à Paris, on est tous collés ensemble. Déjà, moi, quand je fais trop de pas et tout, le voisin, il se plaint. Ça peut rendre fou les voisins aussi, ça peut faire du bruit. C'est vrai ? Même les baguettes sur les pads et tout, la pédale de grosse caisse. Ouais. Si tu l'as toute la journée au-dessus de toi, je pense que ça peut aussi... mais c'est quand même moins bruyant qu'une batterie. Mais du coup, est-ce que tu as appris un peu le solfège et tout ça ou pas du tout C'est peut-être ce qui m'intéressait dans la batterie, c'était le côté... on peut tout de suite aller un peu à l'essentiel, tu vois. Rythmique, ça a toujours été en autodidacte. Piano, guitare, en fait, pour moi, il fallait un peu passer par un côté solfège un côté... un peu scolaire, ce que j'aimais déjà pas beaucoup à l'époque. Donc la batterie, ça a été hyper cool pour moi parce que t'as les baguettes dans la main et tout de suite
tu peux en faire quelque chose. Tu vois. Ouais, absolument. Des années après, tu progresses. Mais j'ai jamais eu vraiment... À un moment, je me suis mis en tête d'apprendre le solfège rythmique. Je l'ai un petit peu appris pour lire des partitions et tout ça, mais je me suis jamais vraiment focus là-dessus. Ok, en tout cas, commencer à 12-13 ans, c'est bien parce que vous savez on sait tous quand on est jeune, le cerveau c'est comme une éponge. Du coup, ça devient un peu un réflexe. Bien sûr. C'est toujours intéressant de commencer quelque chose. Et du coup, pour vous deux, si on retrace dès le début, ça veut dire on a tous des phases. Ça veut dire quand de l'adolescence, donc même en fait le collège jusqu'à l'adolescence, lycée, etc., jusqu'à maintenant. C'était quoi les genres par lesquels vous êtes passé? Rock, EDM, etc. Moi, j'écoutais beaucoup de... Enfin, quand je suis sortie, j'écoutais de la dubstep énormément. Ouais, Skrillex, tout ça. C'était le Splatch à la machine, tout ça. Okay. Il y a eu le Moombaton aussi, un courant un peu moins connu. Mais qui marchait pas mal. Au Bateau Phare, il y avait beaucoup de soirées Moombaton. Mais avant tout ça, tu avant, ouais, c'était plus commercial. Quand même beaucoup de rock avec mon père. Un peu de rap, de la variété. Voilà. Ok, trop cool. Et toi, Victor? C'est un peu... évidemment, quand on est jeune, à l'époque, la télé, c'était vachement les clips sur MTV et tout ça. Donc on consommait un peu tout ce qui nous donnait. Donc évidemment, la commerciale, même si ça ne nous intéressait pas forcément, on connaît tous les sons EDM ou commerciaux de l'époque, même si on n'appréciait pas forcément. Absolument. Et de par la musique, beaucoup de rock, de jazz, énormément de rap aussi. Tu peux nommer des groupes, des artistes? À l'époque, j'aimais beaucoup les Kings of Leon, The Strokes, Black Keys, des trucs comme ça pour le rock. Pour le jazz, j'aimais bien les Miles Davis. Évidemment, c'est un classique. J'aimais beaucoup aussi Jimmy Smith. C'est un artiste qui fait du Rhodes. D'accord, le Rhodes. Moi, dès que j'en entendais, c'était vraiment hyper cool. Et... mais aussi pas mal de techno à l'époque. J'aimais beaucoup Underworld. Il y avait des sons qui m'ont matrixé quand je les ai entendus quand j'étais petit. Donc beaucoup de choses différentes. Et même si j'ai l'impression que même à cette époque-là, on n'a pas vraiment... À l'adolescence, on n'a pas un style en disant moi j'écoute que ça, je peux faire ça. On écoute un peu de tout et on y trouve un peu tout ce qu'on aime. Et ensuite, je pense que plus tard, on commence un petit peu à se dessiner et à se dire bon bah ça j'aime bien, ça j'aime moins, quoi. Exactement. Et du coup, la passerelle vers la musique électronique, elle s'est fait comment pour vous deux? Moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à sortir. Parce qu'en fait, d'ailleurs, je sortais au début, comme tu dis, on se cherche un peu parce que autant je faisais une warehouse un week-end, puis la semaine d'après, j'étais dans une boîte sur les champs, donc c'était le grand écart, vraiment le grand écart. Et petit à petit, j'ai plus développé un attrait évident pour la musique électronique. Moi, j'étais pas un grand teuffer quand j'étais jeune. Je suis sorti un peu plus tard dans les clubs où j'ai découvert aussi les festivals. Donc évidemment, là, la musique électro, on était en plein dedans. Mais à l'époque, toutes les musiques que j'écoutais, c'était par rapport à ce que je jouais ou encore une fois ce que j'écoutais dans les cassettes ou les CD audio. Donc la passerelle avec l'électro, avec le petit Walkman, c'est absolument. Donc j'ai pas eu forcément. Je dirais que j'ai eu une passerelle quand j'ai commencé à me dire ok, c'est vraiment intéressant. Du coup, je sors en club en écouter. Je vais en festival pour écouter des artistes électro. Pour voir les artistes, Et de me dire aussi surtout, je veux en produire. C'est surtout que là, où il y a un step pour moi où je me suis dit bon la batterie, la musique acoustique, c'est cool, mais il y avait un essor aussi de la musique électronique, et moi je le sentais, parce qu'en tant que batteur, t'arrives dans un club, tu dis je suis le batteur, mais on ne te dit pas bonjour, parce qu'on sait que tu vas rendre fou l'ingé son, tu vas taper trop fort, enfin tu vois. C'est pour ça qu'à la fin, tous les groupes, toutes les salles avec lesquelles j'ai joué, elles ont toutes arrêté de faire des groupes. J'ai joué dans toutes les salles à Paris, en tant que batteur avec un groupe. Et aujourd'hui, si tu regardes 90% de ces salles-là, comme le Badaboom, avant c'était la Seine-Bastille, l'OP à Bastille, le J-Bus, Nouveau Casino, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ils font quasiment plus de musique de groupe. Que de l'électro.
Je sais qu'il y a quelques petits endroits, genre les disquaires et des trucs comme ça qui font un peu des deux, mais c'est vrai que... Qui continuent. Mais pas les grands... Non, tu vois, il y a eu une espèce de raz-de-marée DJ électro, et que même moi, au final, ça me plaisait, j'ai pas pris par défaut, parce que j'aimais vraiment le mix entre les deux, tu vois. Mais tout de suite, j'ai vu que dans l'électro, il pouvait y avoir des opportunités, et donc je me suis mis à en produire, et à aimer ça de plus en plus. T'as commencé à produire, et ensuite mixer, ou l'inverse? J'ai commencé à produire. Okay. Je ne me considère pas vraiment comme un DJ. Ouais. Je suis vu comme un DJ parce qu'évidemment, tu joues dans les clubs avec des DJ, tu vois, qui mixent. Après, tu fais des lives, donc... Je fais des lives. Mais en gros, quand j'ai commencé à produire de la musique, je l'ai produit dans la même... avec le même... la même idée que quand tu es dans ta cave et que tu répètes et que tu composes avec ton groupe, tu vois. L'idée, c'est de le jouer... de jouer sur scène, pour les concerts, pour les gigs. Moi, c'était pareil. Quand je produisais des sons, je me suis dit, comment je pourrais jouer ça sur scène ou si j'ai un gig avec. Et le mix, le DJ, c'est venu après quand on m'a proposé. On m'a proposé des gigs en DJ. À l'époque, je savais même pas mixer. Ok. Donc, c'était là, bon, après, c'est plus simple que produire quand même. Oui, c'est mais pour lui, limite, je le voyais plus stressé en mode pour mixer que pour le live. Ça qui était drôle. C'est marrant, oui, parce que je savais pas le faire et que c'était pas naturel. Et en plus, c'est un travail hyper différent. C'est-à-dire qu'un DJ, sa semaine, il va la passer à chercher des sons, diguer, tout ça. Quelque chose avec. Moi, je produis des sons. Donc c'était différent, tu vois. Je vois, là, tous les vinyles, etc., je passais mes journées à Yako en train de les trouver. C'est ça, et tout, tu vois, c'est différent. Donc, le mix entre je ne savais pas du tout mixer, je n'avais pas de platine chez moi, et il fallait que je trouve que j'allais pas jouer mes propres sons en DJ set, tu vois. Ça me faisait un peu stresser au départ, Ok, donc, je vois. Et le point culminant pour vous deux, toi, quand tu as décidé j'ai envie de produire, c'est-à-dire que tu étais en soirée, tu te dis j'ai envie de produire, c'était quand? Et toi, quand est-ce que tu t'es dit j'ai envie de mixer, j'ai envie de me lancer dedans? Moi, alors du coup, mon premier DJ set, c'était à peu près il y a 2 ans. Et je pense que le temps que ça grandisse, je pense du coup, ça fait 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à me dire, tiens, puis... Mais au début, c'était un peu un rêve, tu vois. Je me dis, moi aussi, je pourrais... J'ai trop envie. Puis tu sais, après, je me dis, cette musique... voilà, ça a commencé à être des réflexions un peu comme ça. Ouais. Puis ensuite, parce qu'il y a eu plusieurs steps, oser aussi dire, je crois que moi, j'aime... Parce que tu avais un peu le syndrome de l'imposteur au début ou... Ouais, j'avoue, j'osais pas trop assumer. J'osais pas trop assumer. Et puis voilà, j'en ai parlé un peu. Et donc, c'est Carla, dont je parlais tout à l'heure déjà, qui m'a dit, let's go. Ok, trop cool. Et là, j'ai eu la chance aussi, en fait, d'être entourée de personnes qui font des choses top et qui m'ont offert la chance et qui m'ont fait confiance pour que je commence, quoi. Ouais, absolument. Donc, et toi, pour produire la production, c'est venu petit à petit. Un des derniers groupes avec lequel j'ai joué, on faisait du rock, mais il y avait aussi beaucoup d'électro. Ouais, c'était quel groupe? Il s'appelait Lost My Name. Lost My Name, ok, trop cool ça. Lost My Name. Il existe toujours ou pas du tout? Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. Il y a encore des vidéos sur YouTube, je pense. Je joue de la batterie, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. On expose Victor là. Absolument. Et donc dans ce groupe-là, il y avait donc une chanteuse, un guitariste, un bassiste. Et ils utilisaient beaucoup de samples. D'accord. On envoyait des samples pendant le concert. Donc eux bossaient beaucoup sur Ableton. Pour envoyer les samples. Moi aussi, j'envoyais des samples avec un pad, un SPD. Donc, je commençais à rentrer un peu dans l'univers de l'électro et de la production. Et ça m'a vachement intéressé. Donc, j'ai récupéré Logic à l'époque. D'accord, ouais. Ah, t'as commencé sur Logic au début? D'accord. Pas longtemps, parce que j'ai compris que c'était un peu compliqué. Moi, c'était sur FL avant de passer à Ableton. Ah oui, FL aussi, ça doit être technique. Ouais, je préfère beaucoup plus Ableton. Ouais, je pense que tout le monde revient un peu là-dessus à la fin. Après, c'est une question d'habitude. Mais... C'est ça, parce que c'est un outil comme tous les autres outils. Et donc, j'ai découvert un peu Logic. Et j'ai commencé à bosser des samples pour le groupe. Et aussi, pour moi, ça me faisait kiffer de faire des petites prods. Au début, c'était du rap, c'était de l'électro. Mais vraiment de tout, en fait. Tout ce qui me passait par la tête, quelque chose qui m'avait
qui m'avait plu, j'essayais même presque de le reproduire au début. Tu tâtonnes, tu reproduis les choses. Et ensuite, petit à petit, au fil des années, où la house et la techno ont pris vraiment beaucoup plus de place un peu dans ma vie, dans les soirées, dans mes fréquentations, tu vois, où j'étais vraiment un peu... Je baignais un peu dans cet univers-là. Intuitivement, ta production, elle dévie un petit peu. Et tu fais des choses que tu apprécies et auxquelles tu te rattaches. Donc, ça a été naturel un peu de commencer à tâtons sur plein de choses et ensuite me focaliser sur... Ouais, c'était un peu un effet entonnoir, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ok, c'est trop bien, ça, c'est gratifiant. Et Pénélope, quand t'es rentrée, quand on parlait du syndrome d'imposteur, etc., c'est de manière générale ou il y avait aussi cet aspect, les femmes dans la scène, dans l'industrie? Moi, c'est en voyant de plus en plus de femmes prendre le contrôle, comme je t'ai dit, que je me suis dit, ah, mais moi aussi, en fait, il y a une envie qui grandit et cette envie, c'est bien, ça, c'est encourageant. Et voilà, mais c'est aussi, comme je suis quand même bien entourée par des gens qui font des choses super autour de moi, je me suis dit, j'avais peur j'anticipais même, alors que je pense que franchement... déjà, je suis pas à un niveau où je pense que les gens ils peuvent se dire, où je peux avoir des haters, je sais pas comment on dit. Mais j'avais peur qu'on se dise, ah purée, c'est la pote d'eux, c'est la meuf d'eux, et c'est une meuf. Enfin, c'est un truc que j'ai anticipé. Je vois un peu le pistonnage, entre guillemets, des trucs comme ça. Ouais. Et ça, j'en avais même pas encore. J'avais même pas encore parlé du fait que j'avais envie de mixer, que j'avais déjà ces peurs-là. Et en fait, c'est bête parce que on se cantonne nous-mêmes à des. Enfin voilà, je pense qu'elles n'existent même pas. Je pense que personne s'est dit ça. Donc il faut pas non plus se fermer les portes. Enfin, c'est important de pas. Je veux dire, ces questions-là, elles existent. Mais il faut pas. En fait, je pense que si on y prête trop d'intention, il faut pas non plus les esquiver parce qu'il faut les combattre. Mais voilà, faut pas faire une fixette, sinon en fait, on s'empêche de faire des choses. On voit que ça, alors qu'il y a plein de choses à faire positives. Quoi. Non, mais c'est très pertinent ce que tu dis parce que moi, j'adore le stoïcisme et Sénéca, par exemple, il dit beaucoup qu'on souffre plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est ça, mais c'est bien que tu arrives à prendre cette troisième personne et se dire, prendre un recul et se dire non, mais en vrai, faut pas trop. C'est naturel que ces pensées-là surgissent, mais c'est ça, c'est comme on se dit. C'est comme par exemple quand je poste des stories, puis je stresse pendant un petit moment en mode, et puis en plus ensuite je me dis mais en fait 99% des gens se battent les couilles, ils pensent qu'à eux-mêmes, et c'est comme moi quand je regarde les stories et je fais et ensuite je me dis c'est pas grave, c'est voilà. Et en fait du coup toi c'est pas ton main truc, la musique. Tu m'avais dit que t'es dans le théâtre et la comédie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, et aussi être comédienne, parce qu'on a beaucoup de viewers qui sont anglophones. Je sais qu'il y a une subtilité, c'est pas exactement la même chose en anglais. Ça veut dire quoi être comédienne? En anglais, du coup, si tu peux le faire en anglais. Je vais rester en français quand même. Oui, donc en fait, je suis comédienne. J'ai fait une école de théâtre à Paris. Et je suis sortie il y a 3 ans. Et depuis, je travaille donc plutôt au théâtre jusqu'à maintenant. Mais je suis aussi en agence de ciné depuis 1 an et demi. Chez l'agence Telma. Et d'ailleurs, même, j'ai fait un projet en tant que comédienne, mais qui m'a un peu rapprochée, qui a touché un peu la musique, parce que j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelait Dajak. Et j'ai tourné, du coup, sur son album Les Larmes du Soleil, j'ai tourné dans 3 de ses clips. Et ensuite, ça a débouché sur... On a écrit des voix ensemble pour l'album, et ensuite, on a enregistré ses voix. Donc ça, c'était un des ponts, en fait. Parce que il y a toujours des ponts. Là, je... c'est ça. Hein. Là, c'en est un, très long. Non. Et attends, c'était quoi les questions? Je suis un peu perdue. Il y avait aussi, c'est quoi exactement être comédienne? Ah oui. Oui, il y a une différence entre actrice et comédienne. Alors moi, je dis comédienne, mais j'inclus les deux. Parce que je bosse autant dans des courts-métrages qu'au théâtre. Mais... je crois qu'on dit plutôt actrice pour tout ce qui c'est ça en anglais, parce qu'en fait, en anglais, comedian, c'est genre tu fais du stand-up et tout ça, alors que c'est pas du tout ce que tu fais. Non. Voilà, exactement, c'est ça la différence. Et nous, c'est plus... on dit souvent que les comédiens, ils sont plutôt sur les plateaux de théâtre et les acteurs au cinéma, mais voilà.
Ok, je vois. Et j'avais une question par rapport à ça. Attends, est-ce que tu peux nous parler de 2-3 projets, enfin nous citer des noms, des théâtres? Oui, là, avec une des compagnies avec laquelle je travaille, qui s'appelle la compagnie Populo, on tourne un spectacle qui s'appelle Le Réviseur. Les premières, elles étaient à Marseille la semaine dernière. Et on a des dates à Paris fin mai et en septembre. Ok, trop cool. Ouais. Trop cool. Un lien dans la description si jamais quelqu'un veut aller. En tout cas, il y aura tous les liens, Spotify, Insta, etc. Ça va être saturé de liens. Est-ce que il y a des choses que tu vois qui sont similaires dans la musique et dans le théâtre, que ce soit dans l'industrie elle-même ou de manière générale dans ce que tu ressens, voilà. Même naviguer aussi l'industrie, est-ce que tu trouves un plus facile que l'autre? C'est très différent. Après, voilà, comme j'ai dit avant, il y a toujours des ponts. Ce qui est un peu similaire, c'est le fait, alors plus par rapport au théâtre du coup, mais il y a quand même un côté, t'es sur scène, enfin... même, je trouve que les DJ qui dégagent un truc et qui essaient de communiquer une énergie, il y a aussi quelque chose de se mettre en scène. D'ailleurs, Toupie, au début, comme j'avais très peur de ces... des potentielles choses qu'on pouvait dire sur moi, j'avais limite créé un personnage. C'est pour ça aussi Toupie. Au début, j'avais une larme, j'avais même un make-up et tout. Enfin, je m'étais vraiment créé un truc un peu... un personnage pour être moins... tu vois, pour distancier. Se séparer, absolument. Et pour pas être attaquable, entre guillemets. Mais ça, voilà, c'est quelque chose que peut-être je vois en mode un peu... d'être sur scène, un peu une représentation, quoi. Parce qu'en tout cas, dans les deux cas, on s'expose devant des gens, que ce soit en DJ... pas avoir peur de... C'est ça, exactement. Et oui, comme au théâtre, en fait, c'est... T'as un lien, quoi, entre le public et toi. Et qui joue énormément, en fait. Suivant les gens que t'as, ça va être différent. Je vois, ok, trop cool. Et en parlant de Toupie, justement, pourquoi le nom Toupie, pourquoi le nom Vitesse? Bon, je sais qu'il y a aussi Vitamine, Grand V, mais... ça va mettre 2 heures à tout expliquer. J'ai cherché longtemps, j'ai pas mal cherché un nom d'artiste et plus je cherchais et plus je tombais dans des trucs improbables et on se regardait avec Pénélope, mais ça c'est nul, quoi. Pourquoi je vais chercher des trucs comme ça? Et en fait... Parce que c'était quoi les critères, en fait? Il n'y avait pas de critères. Il fallait... rien que d'en parler, je sais pas comment l'expliquer. En fait, quand tu cherches un nom d'artiste, il faut que ce soit personnel et que ça te représente. Et en fait, moi, j'avais passé ce step-là et j'avais pas réussi à trouver. Et donc, j'allais dans les autres steps en mode... t'avais quand même Vitesse, mais t'as cherché d'autres choses. Mais tu l'avais quand même quand tu continuais de chercher d'autres noms. Mais j'avais Vitesse parce qu'on me surnommait un peu Vitesse. Parfois, si tu veux, au travail, j'étais pas du tout énergique, j'étais pas du tout, j'avais pas beaucoup d'entrain. Il y en a qui m'appelaient un peu Vitesse pour se foutre de ma gueule, tu vois, parce que je suis... Mais je trouve que c'est hyper bien comme nom, Vitesse. Et au final, c'est très bien parce que c'est le diminutif de mon prénom qui est Victor et de mon nom de famille. Et donc, ça fait Vitesse. Et en fait, c'était très bien, mais je sais pas pourquoi. Je suis allé chercher quelque chose de trop compliqué. Parce que ton nom de famille, c'est Tescaro. D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est de là que ça vient. Et donc, c'était hyper efficace si j'avais pas à chercher plus loin. Mais je me suis pris la tête pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose. Si, c'était quand même important pour moi, tu vois, de trouver quelque chose qui me plaisait. Mais au final, quand j'ai commencé à m'y faire et à garder ce nom-là, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est plutôt bien. Et donc c'est resté. Ok. Et Toupie? C'est comme ça que ma mère m'appelait quand j'étais petite. Jusqu'à temps que je rentre au collège et que je lui dise arrête de m'appeler comme ça. Ok. Et maintenant, elle me dit ok, tu l'utilises carrément pour ton nom. Non, mais c'est cool, j'aime bien. Voilà. Mais je trouve que se prendre la tête, c'est aussi normal parce que c'est comme par exemple un peu un tatouage. Quand on se lance à 100% dans la musique et le nom il va rester toute notre vie, bien sûr. Le tatouage, il faut être sûr que par exemple maintenant je veux ce tatouage, dans 10 ans est-ce que je vais kiffer ce tatouage parce qu'on change, on évolue. Après c'est vrai qu'il y a des artistes comme Abdul Raiva, je sais pas si tu vois, ils ont changé à Gear Masters, je pense. C'est ça, ils viennent de faire un rebranding. Bon, c'est toujours possible, mais voilà. C'est toujours possible, mais c'est compliqué quand ton projet il est établi. Exactement. Et il vaut mieux y réfléchir au début, mais plus tu réfléchis à quelque chose
et plus ça peut être néfaste aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Pour moi, j'ai d'expérience et je pense que les gens pensent pareil, je sais pas, mais les idées qui te viennent au départ, en général, c'est souvent les idées les plus proches de ce qui peut être le mieux, tu vois, parce que ça vient un peu naturellement. J'ai jamais eu d'exemple pour moi où j'ai cherché pendant des mois en me disant il faut que ce soit ça. Pareil pour mon label qui s'appelle Retro Futura. Au départ, c'était vraiment la première idée que j'ai eue et j'étais là oui, mais c'est trop simple, c'est trop je sais pas quoi. Et j'ai cherché pendant des semaines et j'attendais de me lever le matin en disant ça y est, j'ai mon nom. En fait, c'est jamais venu. Et je suis, pas par défaut, mais je suis retourné à mon idée principale parce que c'était ce qui était le plus naturel, en fait. J'aime bien ce nom parce qu'il y a un peu un oxymore dedans, c'est rétro, ancien et futura. Et justement, je trouve que dans ce que tu relâches, il y a ces éléments un peu 90s, etc. Mais c'est aussi du Future House, Cosmic House, tout ça. C'est ce que j'aime, en fait. Dans la production, c'est de prendre plein de choses qui peuvent être un peu old school dans la techno, ça, exactement. et de rajouter évidemment de par des FX ou des synthés un côté un peu plus cosmique. Donc c'était naturel, mais tu vois, je trouvais ça trop facile, comme si je voulais me compliquer la tâche pour aller trouver un nom de label qui avait aucun sens, mais pour moi il aurait eu un sens parce que c'était compliqué. Donc Retro Futura, c'était le premier nom que j'ai eu en tête, et c'est celui qui est resté et qui au final parle aux gens parce que c'est quand même assez simple à absolument. Bon, moi j'ai pas de nom de scène, mais quand je voulais nommer Nacho, je me suis grave pris la tête aussi avec. Et finalement, je l'ai regardé et je me suis dit, ses oreilles ressemblent un peu à des nachos, vous savez. Évidemment, c'est le meilleur nom. Ah ben, il dort. Et est-ce que vous sentez que, comme tu as dit, cette séparation entre toi et ton, entre guillemets, personnage, ça t'aide? C'est-à-dire que tu arrives à prendre un peu de distance avec ce personnage, quoi. Bah moi, oui. Moi, ça m'a aidé, surtout au début. De te dire que quoi qu'il arrive... Oui, voilà, c'est un peu comme une protection. Voilà, c'est ça. Parce que j'en avais parlé, vous voyez, c'est qui Jean Rock? Oui, bien sûr. Ben, c'est un peu un pote. Quand on avait déjeuné ensemble, et lui, je lui demandais des conseils, il m'a dit vraiment, choisis un nom de scène parce qu'il me disait ce truc, genre, protège-toi, parce que parfois, quand on parlait de Jean Rock et tout... je sentais que c'était moi personnellement, alors que si je pouvais prendre un peu de distance, puis moi j'ai dit écoute, je pense que moi j'assume, mais j'y ai déjà pensé et tout, j'avais un peu ce personnage aussi sur le stance, mais avec le masque, mais ça je voulais faire un peu un personnage un peu drum and bass parce que j'aime aussi ça. Trop bien. Puis finalement, je me suis dit peut-être que je sépare complètement, c'est-à-dire un autre Insta, un autre truc, un autre alias, exactement avec ce stance. Ok, trop cool. Et alors, toi, quand tu as commencé, et de manière générale aussi, vous vous donnez des conseils, et sur quel aspect est-ce que vous vous donnez des conseils, que ce soit la direction artistique ou des conseils techniques, etc. En vrai, c'est toujours intéressant parce que chacun n'est pas forcément le spécialiste où va dire ah bah là, il faut que tu fasses ça. Mais c'est toujours très cool d'avoir une personne qui a du recul sur ce que tu fais. Tu vois. Et évidemment que j'écoute beaucoup ce que me dit Pénélope. Je mets beaucoup mon grain de sel aussi. sur des conseils, tu devrais faire ça. Et ensuite, tu prends ou tu prends pas. Et moi, c'est pareil. J'essaie quand elle s'est un peu lancée dans le mix, je lui donnais 2-3 conseils comme ça. J'ai essayé de lui donner des tracks en mode à jouer et elle a pas voulu. Tu vois. Elle voulait trouver ses tracks. Ah ouais, non, j'étais là en mode... je me suis dit, alors ça, ça c'était mes Selecta et tout. Ça aussi, j'avais peur. Je me suis dit, on va dire qu'elle fait pas ces trucs. Alors, j'étais là, non. Elle voulait pas que j'interfère. Ok. Mais évidemment que... en tant que couple, on donne des conseils l'un à l'autre et que personne... c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse te dire honnêtement, bah non, là, tu devrais pas faire ça parce que ça va pas, quoi. Tu vois, chose que plus tu avances dans ta vie d'artiste et plus parfois professionnellement, les gens, ils ont peur de te dire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? De peur de l'ego de la personne ou de la fierté mal placée. C'est toujours important d'avoir des gens qui puissent te dire bah non, en fait, là, je trouve que c'est vraiment pas bon ou pas une bonne idée, quoi. Absolument. D'être assez honnête. Et je pense qu'on l'est. On se donne pas mal de conseils sur pas mal
de choses différentes. Et puis, donc, c'est cool. Ouais, c'est grave cool ça. Il y a un dicton en anglais, c'est Behind every great man is a woman. Genre, tu sais, Winston Churchill, genre, il y a toujours une femme qui les conseille et sans, il n'arriverait pas parce que quand il stresse. Et du coup, je trouve que c'est bien, 100% de pouvoir s'aider mutuellement bien comme sûr. Ça. Etc. Que ce soit dans la musique ou dans tout ce que la personne tout. Fait, fait dans sa vie, tu vois, évidemment. Ouais. Donc c'est toujours important, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, alors ma copine qui s'appelle Rim n'écoute pas du tout de la musique électronique, elle est assez commerciale, etc. Mais du coup, parfois, je lui fais écouter des trucs que j'ai produits parce que tu sais, on peut devenir un peu dev quand on force d'écouter, surtout après quand on fait le mixage et tout ça. Et je dis sincèrement, dis-moi, est-ce qu'il y a une partie où tu te fais chier, genre ça, j'arrive pas à t'accrocher ou des trucs comme ça. Et c'est aussi cool d'avoir quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui va te donner son avis. C'est vrai, ouais. Bien sûr. D'accord. De manière générale, quand vous êtes rentré dans l'industrie de la musique, donc du côté industrie, pas technique ou musique elle-même, c'était comment la navigation ? Ça veut dire naviguer dans ça ? Est-ce que vous avez eu des problèmes, des moments un peu décourageants ? Je pense que tu es plus apte là à parler tu parlais de moments de l'industrie au sens large du terme, c'est-à-dire commencer à jouer, à faire des dates, c'est ça, exactement. à essayer de gagner sa vie avec ça. Donc bien sûr il y a toujours des moments de doute au départ, des moments de joie. Évidemment, quand tu sors d'un set, que tu es content de toi, les gens viennent te féliciter, tu te dis c'est trop cool, je suis trop content. Et parfois tu sens que ça se passe peut-être moins bien ou tu t'es moins senti, et donc là il y a tous les doutes qui reviennent en mode est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que ce track il va marcher, est-ce que moi je vais continuer. Enfin, il y a toujours des moments de doute et des moments aussi de bonheur et de joie. Mais je pense que moi j'avais pas d'autre choix, en gros. On en parlait tout à l'heure, les cours, ça a jamais rien donné. Je me voyais pas faire autre chose que de la musique. Donc, peu importe ce qu'il y avait de bien ou de mal, les moments de doute ou pas, il fallait que je passe à travers. Parce que si je faisais pas de musique, j'aurais été embêté. c'était un peu ton calling, quoi. C'est ça, c'était mon plan. Il n'y avait pas de plan B, quoi. Je sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Et si on prend étape par étape, parce que les gens qui regardent maintenant, ils te connaissent en tant que Vitesse, mec grand qui fait des lives partout, etc. Grand de taille. Aussi. mais de genre les étapes, quand personne te connaissait, et comment tu as fait pour rentrer, intégrer l'industrie ? Au départ, j'ai commencé à envoyer des prods via des amis à des labels. Donc, un des premiers labels qui a écouté mes prods, il s'appelait Pulse, MSC. C'était un label de gars de Rennes. D'accord. Sont des très bons amis aujourd'hui. Et ils ont tout de suite kiffé les musiques. Et ils m'ont dit, OK, on va sortir un EP et tout ça. À cette époque-là, ça faisait combien de temps que tu produisais ? Ça faisait pas longtemps. J'ai commencé à produire peut-être mi-2017, 2018. Et j'ai envoyé l'EP, je crois, début 2018. C'était assez récent. D'accord. C'était assez cool, c'est allé assez vite, j'étais content. Et ils m'ont dit, envoie-moi ton Insta, ton Facebook. Et je leur ai dit, j'ai pas d'Insta, j'ai pas de Facebook. On va parler de ça, des réseaux sociaux. Et donc, ça a été un vrai pas pour moi. En plus, ils ont fait un scud, tu vois, c'était mon premier vinyle. Quasiment ils ont fait un vinyle carrément. Un EP, ils m'ont sorti un visuel trop stylé. Et j'étais là, OK, c'est cool. C'était quoi l'EP, le nom de l'EP ? Panama Paper. Ah, ok. C'était le premier EP vinyle. Avant ça, j'avais sorti un EP sur un label qui s'appelait Surecut Record. Et il s'appelait Chapel Street. Parce que j'étais en Australie et que j'étais pas loin de la rue de Chapel Street. Tu vivais en Australie ? J'ai fait 5 ou 6 mois là-bas. C'était juste comme ça ou c'était quoi l'occasion ? Pour aller un peu apprendre l'anglais, j'avais rejoint un pote là-bas. Trop cool. Et, c'était quelle ville, pardon ? Melbourne. Melbourne, ok, d'accord. Et donc ce premier EP, il m'a beaucoup aidé
parce que du coup, c'était un peu une carte de visite. Tu vois, quand tu es DJ, c'est hyper compliqué. Quand tu produis pas, tu peux faire des mix évidemment. Mais là, l'EP, c'était vraiment quelque chose c'était une carte de visite propre à toi. Tu vois. C'est ça, exactement. Ça légitimise aussi un peu. Absolument. Et grâce à cette EP, j'ai envoyé un message à Arnaud, qui est aujourd'hui à l'agence Chevry Agency. À l'époque, c'était Vrish House. D'accord. Et je lui ai envoyé un MP en lui disant, je sais pas ce que je lui ai raconté, il faudrait qu'un jour j'essaie de le retrouver le message. Hello, c'est moi, je fais du son, voilà, je t'envoie l'EP. Je lui demandais même pas de jouer pour une soirée parce que j'y croyais, je savais pas quoi lui demander, tu vois. J'ai juste envoyé l'EP comme ça, en mode dis-moi ce que t'en penses, et je crois qu'il connaissait déjà l'EP. Il m'a dit, j'ai une soirée dans 1 mois ou 2, viens jouer. J'ai fait d'accord. Et donc là, ça m'a mis dans le bain direct. Après, j'ai continué avec Vrish, avec Chevry, aujourd'hui. Ouais, Chevry, c'est, en fait, du coup, c'est toi qui a approché ou c'est eux qui t'ont... C'est moi qui a approché Arnaud. Oui, parce qu'en fait, c'est à travers Arnaud que tu as rejoint Chevry. C'était quand tu l'as envoyé, tu as joué, etc. Et depuis, ça a continué. Et je pense que c'est, évidemment, en grande partie grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Et donc, ça m'a permis un peu de gravir les échelons, en même temps un peu que lui avec son agence. Tu vois. Et donc, c'est ce qui m'a fait rentrer dans l'industrie, parce que j'avais pas forcément de connaissances ou de potes qui connaissaient un tel. Donc, je me suis un peu pris... je me suis un peu fait violence et dit il faut que j'envoie un message à cette personne et pour tenter, quoi. C'est important de tenter, tu sais, le P de 39 Records. En fait, j'ai vu moi je les connaissais pas du tout, Baptiste et Boris, que de vue, et je voulais spécifiquement release avec eux parce que l'EP que j'ai produit c'était un peu dans leur DA, et je me suis dit comment je vais faire ça. Ils reçoivent énormément de mails par semaine. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une listening party pour 100p, Baptiste, et c'était gratuit. Du coup, j'y suis allé, j'ai pris une clé USB. Je leur ai donné en main propre, en mode... à l'ancienne, exactement, à l'ancienne, c'est ça. Et ils ont kiffé, et finalement, ils m'ont dit, OK, on la relâche avec un remix d'un autre Joali, je pense, l'artiste s'appelle. Et toi, Pénélope, tu m'as dit que tu étais avec une agence aussi, je pense? Oui, en fait, après que Carla m'ait proposé ça... j'ai eu la chance de m'incruster sur tes DJ sets, en fait, parce qu'il en fait très rarement. Et il y a eu un été, tu jouais à La Rochelle, justement pour une soirée d'Arnaud, une soirée Chevry, et c'était un DJ set. Et on a demandé à Arnaud, parce que normalement c'est Vitesse, c'était pas Vitesse et Toupie. Moi j'avais dû jouer peut-être 2-3 fois. J'avais pas joué beaucoup. Et donc ça, merci aux gars de m'avoir fait confiance, même à Arnaud d'avoir accepté, et on s'est trop éclaté, et Arnaud a kiffé aussi, et donc là j'étais en mode j'ai continué comme ça petit à petit. Et Selim là vient de lancer son agence, donc Rusted Agency, et m'a proposé d'en faire partie. Donc c'est vraiment des projets à deux steps vraiment différents. Moi, c'est vraiment un baby projet comparé à Victor. Donc, on est... Mais c'est cool aussi d'être à la genèse. Absolument. Et puis, on se compare... C'est pas très bien de se comparer aux autres, plutôt de se comparer à soi-même d'hier. Là, il n'y a pas de comparaison. Si on a fait ça, c'était pour kiffer. On veut pas... On a chacun un peu notre vie artistique perso. Et on s'est dit, en fait, on a envie de kiffer tous les deux, de jouer en DJ set. Et c'est trop bien, en fait, que la personne avec qui t'es puisse un peu partager la même chose. Tu vois. Mixer tous les deux, c'est grave super, cool. Donc, si j'avais été pilote de F1, j'aurais pas pu lui dire viens avec moi conduire une F1, c'est un truc impossible. Mais quand même, tu vois, tu m'as quand même vachement laissé rentrer dans un monde qui était plus le tien, quand même, entre guillemets, parce que t'étais vraiment dans la musique, et ça lui a pas du tout posé de problème de m'apprendre à mixer, d'être là à mon premier DJ set, d'être trop content de m'inclure dedans, et ça c'est aussi cool, une grande chance. C'est cool, ça rapproche. En vrai, parce que tu vois, t'as des gens en couple, ton univers c'est ta plate-bande, et tu vois, ça peut... Et là, non, je me suis vraiment sentie accueillie, au contraire, et franchement, depuis, c'est que de l'éclate, j'apprends de ouf, et j'essaie de faire honneur aux gens qui me font confiance, parce que j'ai conscience que
j'ai quand même des facilités de par les gens que je connais. C'est indéniable. Mais c'est une bonne chose. Bien sûr, c'est une bonne chose. Mais du coup, il faut être... Enfin, tu vois, c'est pour ça que parfois, je suis grave stressée et tout, parce que j'ai envie d'être à la hauteur. Je trouve que c'est important quand même de faire honneur à cette chance-là, tu vois. C'est ça. Il faut être conscient aussi des cadeaux qu'on nous fait. Ouais, non, mais c'est trop cool en tant que couple. Moi, si je pouvais faire en sorte que remixer, j'adorerais, mais après, elle aime le commercial et tout. Mais par exemple, moi, j'adore courir. Ouais. Et au début, elle me disait, elle peut que courir 5 minutes, etc. Là, hier, elle m'envoie une photo de son abonnement. En mode, j'ai fait 30 minutes et tout, j'ai fait 5 km. J'ai dit, bah, trop cool et trop tout. Bien. Parce que là, je vais faire le semi, puis j'ai un triathlon en juin et j'essaie de l'initier dans tout ça, ouf, etc. Tu cours bien, hein. Ouais, merci. Bon, j'ai pris un tout petit peu de poids pendant les vacances, là, du coup, j'essaie de diminuer. Ouais, exactement. Mais du coup, j'avais une autre question et j'ai complètement oublié. Ah oui, être dans une agence. Ça consiste en quoi ? Ça veut dire que c'est eux qui vont chercher des dates pour vous et ils prennent une commission c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. D'accord. Et du coup, il y a une incentive pour eux le plus de dates ils trouvent, le plus de commissions ils ont. Et en fait, c'est bien. C'est un win-win. C'est pas la course à la date. Évidemment, une agence, elle va faire attention à pas t'envoyer dans des dates qu'on appelle un peu bourbier, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu n'es même pas sûr d'être payé ou ça se passe mal. Donc, l'agence, elle doit faire gaffe à ça. Et elle doit surtout aussi négocier et parler en ton nom, ce qui au début pour un artiste c'est horrible, tu vois, d'aller envoyer un message, moi je veux jouer à telle heure, je vais être payé tant, parce qu'il faut négocier pour pouvoir vivre de son métier, tu vois. Ouais. Donc, évidemment il faut pouvoir parler argent, chose qui est compliquée quand tu dois le faire pour toi-même. Ouais. Après c'est un travail, hein, c'est un travail, il y en a qui savent le faire, mais moi évidemment. Quand tu remplis une salle, tu leur remplis une salle au venue, à l'endroit. Bien sûr, donc, Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça a été un game changer pour moi d'avoir quelqu'un qui puisse s'occuper de ça et qui le fasse bien en plus, tu vois. Donc ça aide vachement. Je pense que pour Pénélope aussi, c'est cool d'avoir quelqu'un qui fait ça. Là c'est récent que Rosten. Ouais, c'est tout récent. Ça a moins d'un an. C'est vraiment le début. Mais, c'est ce que je me disais. J'avais une artiste qui s'appelle Sinka, qui était passée, elle a un peu explosé. Comment s'appelle la magazine DJ Mag ou je sais pas quoi, avait dit c'était la nommée l'artiste en ascension, blabla, et elle me racontait par rapport à ses deux agents, ses deux managers, il fallait choisir à quelle date, parce qu'elle voyageait vraiment pas mal et il y avait des dates où ça peut payer bien mais c'est trop loin et c'est pas assez. Après c'est eux qui ont approché Coachella, elle a pu jouer là-bas, ou Burning Man, elle a pu jouer là-bas, etc. Mais non, elle a signé avec Bedrock, John Degweed, tout ça. Elle est vraiment montée. En plus c'est une histoire drôle comment je l'ai rencontrée. Elle, j'avais un EP qui est sorti, une des tracks s'appelait No Tomatoes, parce que je déteste les tomates. Genre ça va dans le taboulé. Je déteste, j'ai horreur, et c'est pas comme l'avocat où avant j'aimais pas, puis finalement 3 ans plus tard, tu goûtes et tu kiffes. Là, à chaque 3 ans, je goûte, je fais non. Toujours pas, je déteste les tomates. Et ce jour-là, j'avais commandé un gros Five Guys. Et là, ils m'ont mis des tomates, j'ai fait, oh putain. Et je regarde le dos et je fais, no tomatoes. Et du coup, le label, avant de relâcher, il envoie à des artistes. Et là, elle m'envoie un message. Elle me dit, moi aussi, je déteste les putains de tomates et tout. Et là, du coup, on s'entend bien et je la follow. Et puis à un moment, j'ai proposé, quand elle passait, j'ai vu qu'elle jouait à Paris, je lui ai proposé d'aller passer. Mais du coup, ça fait un lien. Un point commun. Ouais, exactement. Des petits trucs comme ça, improbables. Si j'avais pas nommé ça, elle serait pas passée sur Go Tempo. C'est ouf. Ok, trop cool. Et ça fait combien de temps, Chevry ? Comme je t'ai dit, mi-2018, je pense. J'ai sorti l'EP. C'est un peu vague, moi, les dates, je suis hyper mauvais. Après fin 2017, début 2018, je sors l'EP. Ensuite, j'ai envoyé le message et je jouais à ma première date avec Arnaud, avec Vrichaus. Je crois que c'était en avril ou en mars 2018. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait c'est bien ça. 7 ans. Oui. Pour vous deux, quand vous allez jouer, etc., est-ce que vous stressez ? Vous le vivez comment, en fait, de jouer ?
Moi, jamais, franchement. Non, il rigole. Ouais, moi, déjà, je suis de nature un peu stressée. Ok. Donc, mais après, parfois, j'en avais les mains qui tremblaient, quoi, à être comme ça sur les... Généralement, c'est les premières 5 minutes, puis tu rentres dans le groupe. Ouais. Et après, comme tout le monde. chill. Hein. Ouais. Mais ouais, moi, je suis un peu de nature stressée, donc je vais stresser, mais petit à petit, ça va. Ouais. Et tu bois une petite bière avant ou pas du tout? T'es 100% sobre? Franchement, enfin, c'est arrivé, mais en fait, ça va me stresser encore plus presque. Ah, c'est vrai? Ça va pas me détendre, je préfère être focus, ouais, 100%. Ouais. Ok, ouais. Moi, j'étais stressé au début, évidemment. Tes premières fois, t'es tout le temps stressé. Tu ne peux pas arriver à de la détente. Ouais, salut les gars. C'était hyper stressé. Ouais. Et petit à petit, j'ai appris à me déstresser. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je peux être plus stressé pour des problèmes techniques, tu vois. Ok. Si ton ordi il plante, ouais, ça c'est. Bah là, le stress il va monter. Et parfois, dans un coin de ma tête, je me dis, imagine, il se passe ça. Et je me dis, je suis en train de me stresser tout seul, tu vois. Ouais. Comme à Montpellier, non? Vous aviez Montpellier, pas... c'est arrivé où mon ordi, on jouait un dimanche après-midi. Il faisait super chaud, ils avaient mis des trucs pour protéger du soleil, mais il y avait juste un rayon qui passait, qui était sur mon ordi. Ah, ça a surchauffé? Il a fait surchauffer mon ordi. Ah, dang. 10 minutes avant de jouer, j'essaie de bouger la souris et je vois la souris qui bouge toute seule et tout. Ouais. Et donc là, le stress, il monte. C'est un Mac? C'est un Mac. Ok. Ouais. Évidemment, Mac, ils aiment rien, ni la chaleur, ni l'humidité. Rien. Ouais. Et donc, je commence en DJ set. Ok. Donc là, j'étais pas bien quand même. Ouais. Parce que j'avais une clé de secours, tu vois, mais je suis là... Je me voyais passer 2 heures vraiment horribles. Ouais. Parce que quand tu as prévu un truc et que tu dois faire l'exact contraire, t'es pas bien. Et Arnaud a pris mon Mac, il est allé dans une salle à l'intérieur, il l'a collé contre la clim pendant 10 minutes. Il est revenu, il m'a fait « ça y est, il marche ». Je fais « sérieux ?» Il fait « oui, il marche ». Je fais « ok ». Je le branche et tout, je cut les platines et je commence mon live. Donc j'enlève 2-3 sons du coup du live. Ouais. Et après j'ai rejoué mon live, j'étais recontent. Trop cool. Il m'a sauvé ça. Tu vois. Ouais. Et donc là, dans ces moments-là, gros stress. Mais sinon, en général, maintenant, ça va. À part sur des dates qui vont être... Enfin, c'est même pas en termes de nombre de personnes ou quoi, c'est, je sais pas, c'est l'importance que moi j'y mets, tu vois, que je pose avec cette date. Ça peut être une source un peu de trac ou de stress. Mais aujourd'hui, non, c'est hyper chill. C'est quoi les dates où tu t'es mis un gros objectif, un gros stress, etc. D'ailleurs, comment s'appelait ce festival? T'as joué juste après Christossi? Back to Back. Back to Back. Ouais, j'étais juste à côté de Christossi, en fait, je me suis faufilé. Et ensuite, je suis sorti quand toi t'es arrivé. Et putain, comment j'ai kiffé ton cool. truc. C'est le festival que Arnaud a créé avec son équipe qui s'appelait Back to Back Festival. Ok, ouais. C'est donc... Carré, c'est possible. Et donc, c'était trop cool. Non, là, j'étais hyper chill. Quand je suis à Paris, il y a mes amis qui sont là. Ouais, ça rassure. Tu peux pas être là, stressé tout seul. Mais il y a des fois où la dernière fois où j'ai vraiment stressé, c'était au Modulaire à Ghent, en Belgique. Je jouais avec Grand V et on se balade dans le festival. Et là, il y a tous les sets de Gigola, DJ Gigola, MRD, Aneta. Et moi, je jouais sur une autre scène à côté. Mais j'étais là, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que je stressais au point de me dire, je faisais un truc horrible, je comparais leur set, l'ambiance. Mais Aneta, c'est genre hyper techno, non ? Ouais, hyper techno. Mais moi, j'étais avec Grand V là-dessus. Donc c'était aussi techno-trance. D'accord. Et je comparais toutes mes tracks avec elle. D'accord. Et je me disais, mais attends, ma track, elle est moins bien, mais ma track, elle est moins bien. Enfin, tu sais, de là, dire, non, moi, ça va être moins bien. Et au final, je suis arrivé dans une salle, je faisais l'ouverture d'un énorme hangar qui faisait genre 2000 personnes, qui était vide. Je passe mon son, c'était vide. Et ça m'a aidé à pas stresser parce qu'on était tout seul. Et après, ça s'est rempli en 30 minutes, c'était blindé. Et donc, du coup, là, ça allait, il n'y a pas eu de problème. Mais l'heure d'avant, j'étais pas bien. Parce que tu te balades dans le festival, tu vois l'ambiance, tu vois les sets que les gens envoient, et tu te dis, en fait, moi, tu te compares, quoi. Donc, tu te dis, ah non, mais ça va être moins bien. 100%. Mon track d'ouverture, oh non, il est pas bien, faut que je le change. Tu commences à rentrer dans des trucs pas très Je vois, c'est comme quand je vais passer après quelqu'un qui a vraiment mis le feu, et je me dis, j'ai oublié comment mixer. Enfin, tu sais, faut apprendre à se faire confiance. Mais c'est ça. Et à dire, bon, si ça redescend en intensité, les gens, si tu perds des gens, mais il faut faire ton truc à toi. Ouais, je vais raconter mon histoire comme je veux, et voilà, c'est ça. Et puis en tout cas, c'est ça aussi la différence entre l'artiste et l'artisan.
Ça veut dire, on va jouer à un mariage ou quelque chose, ce que je ne fais pas, j'imagine vous non plus, ça fait des petites exceptions, etc. Là, on nous fait des requests, etc. Là, quand nous, on veut raconter une histoire, du côté artistique, c'est on veut raconter notre histoire, etc. Et du coup, pour vous deux, justement, bonne passerelle vers comment gérer le stress et de manière générale, la santé mentale, comment... vous faites pour garder un peu une vie saine, rester, ça veut dire que ce soit le sport ou des exercices de respiration ou des trucs comme ça. La respiration, c'est plus pour... Ah, c'est cool. Pourquoi ? Tu sais, tu fais du qigong, de la respiration. Oui, raconte-nous ça, raconte-nous. À l'époque, je faisais pas mal de qigong parce que c'était inclus dans ma formation de théâtre. Valérie B, qui est passée juste avant vous, fait exactement ça. Et on a parlé un tout petit peu. Ouais. Mais j'ai jamais pensé à faire l'arbre avant de mixer, mais peut-être que je devrais faire ça. Okay. Non, moi, c'est plus... je me repose vachement sur Victor. En fait, je lui donne tout mon stress. Alors lui, ça va, il est pas trop stressé. Donc... mais non, c'est vrai que... franchement, c'est un bon pilier pour ça. Même si lui, il est souvent sur d'autres dates. Je sais que tu vas m'envoyer un message. Ça m'aide bien. Et je te dis, ne pas boire aussi, ça m'aide à me focus. Et puis après, en vrai, l'entraînement, kiffer les tracks franchement, quand tu trouves une track, tu sais, que t'aimes trop, genre t'as trop hâte de la jouer. Voilà, je pense que si je me focus vraiment sur le travail, en fait, plus tu travailles et... Les dates que, tu sais, j'avais pas trop redigué ou j'avais pas... Je pense que c'est celle où, au final, je me dis en mode... Alors que si je sais que j'ai bien travaillé, j'ai cherché des nouvelles choses que j'utiliserai ou pas, que je me suis bien réentraînée, sur des trucs techniques, tu vois. Ouais. Je pense que ça aide à... Ça aide beaucoup plus. Ouais. Et du coup, sur le stress lui-même... Ah oui, sur la santé mentale et tout. Après... On fait pas mal de sport aussi. Ça, c'est cool. Vous faites quoi ? On court aussi. On fait pas de triathlon. Non, pas encore. Bon, c'est mon Déjà, premier j'ai réussi à passer le cap des 10 km, mais pas de triathlon encore. On court, on fait du sport quand on peut. Moi, je fais aussi beaucoup de foot. Ah, cool. Je me blesse tout le temps. Là, je me suis fait une entorse un peu du genou 2 jours avant d'aller en gig le week-end. Faut que tu ailles voir Justine, c'est la pote de Lila. Oui. Et donc oui, la semaine, c'est assez chill en gros. On peut sortir un petit peu, aller au resto avec des potes et tout, mais moi j'aime bien quand même rester dans un univers, un rythme un peu assez chill, tu vois. Je vais pas aller sortir tous les soirs, en plus du week-end. Évidemment, le lundi, quand on joue, on rentre assez fatigué. Ouais. Donc, on prend vraiment le temps de bien se reposer. Et on a la chance, justement, moi, j'ai la chance que ce soit mon métier. Donc, le week-end, je joue et je travaille. Et la semaine, je peux rester chill. Tu peux recharger les batteries, quoi. Ouais, recharger, parce que, justement, là tu as fait une grosse tournée. Tu as fait... T'as fait quoi ? J'ai fait l'Asie. Ok. Où ça spécifiquement en Asie ? On est allé, parce que Pénélope est venue avec moi, on est allé à Taïwan, Bangkok, Hong Kong, où on a joué tous les deux. Et le dernier, Bali, pour moi. D'accord. Et l'Australie, t'as fait ? Et l'Australie. Ouais, l'Australie. Ouais. Melbourne et Sydney. 3 semaines, Melbourne et Sydney, ouais. C'était quoi ? C'était cool de revoir Melbourne ? Ça faisait un petit moment. J'y étais déjà allé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois. Mais c'était sympa, ouais. Et c'était quoi vos dates préférées pendant cette tournée ? Moi, la meilleure date pour moi, c'était la date de Melbourne. C'était un open air en daytime. Parce que la crowd ou parce que c'était un peu crowd, Melbourne ton ambiance, truc le club, tu vois. Ouais. J'ai joué... je jouais de 19h à 21h, mais je suis arrivé vers 18h. Il faisait encore jour. T'as le soleil qui passe, t'as une super ambiance. Là-bas, c'est l'été, donc t'arrives en short, t-shirt. Ah ouais, c'est vrai. Ça aide. Oh là là. Ouais. Donc pour moi, c'était une des meilleures du tour. Mais il y en a eu vraiment... Il était vraiment top, ce tour, parce que on a joué à Hong Kong. C'était très sympa aussi, sur une espèce de beach party. Wow. Donc c'était cool. Voilà, moi, j'ai pas de... la date de Melbourne, c'était vraiment c'était la dernière date en plus, donc et en beauté. Du coup, t'as joué quelques dates avec lui, c'est ça ? Juste à Hong Kong, en fait, on avait rencontré les gars de Chaotique déjà l'année dernière. Et donc là, ils ont booké Victor, et trop sympa. Entre-temps, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, du coup, est-ce que toi aussi, tu veux jouer ? Je dis,
franchement, ouais. Trop cool ça. Bien joué à mon compte. C'est quoi, ça se passe comment quand tu as tes dates comme ça, ça veut dire combien de temps entre chaque date? T'as le temps de rester un peu dans la ville, explorer, faire des trucs? Ça dépend. Ça dépend, mais... Bangkok, par exemple, le lendemain, t'étais à Bali, et après, Bali, par exemple, t'as pas eu le temps de rester. C'est en fonction de quand ça s'enchaîne. J'ai joué le jeudi à Bangkok, j'ai joué le vendredi à Bali, et le dimanche à Sydney. D'accord. Donc, dans ces moments-là, c'est un peu la fast life, évidemment, qui ne repose pas beaucoup. Mais sur 3 semaines, il y a évidemment une semaine, des semaines entre les deux où tu vas rester quelque part. Donc, on se mettait d'accord pour... on est resté... à Bangkok, on est resté, 4 ou 5 jours. Ouais. Voilà, tu vois, tu profites un peu, tu visites et tout ça. Tu choisis en fonction un peu de là où tu aimerais visiter, là où tu veux rester. Mais c'est évident qu'il y a beaucoup de voyages et que entre les deux, tu peux être un peu seul parfois pendant la tournée, tu vois. Ouais. Bah justement, est-ce que il y avait des moments assez difficiles où après une soirée, c'était un peu et il fallait prendre l'avion et aller quelque part d'autre et tu te sentais un tout petit peu, pas de batterie, découragé ou ça? Ça allait. Franchement, je pensais qu'il y allait. Je parlais de l'enchaînement Bangkok, Bali, Sydney. Je pensais que ça allait me casser en deux. Et je suis arrivé à Sydney et j'ai rejoint des potes le soir même. Et je l'avais même décommandé parce que je pensais que j'allais être mort. Et j'étais en forme et tout. J'étais content, trop cool. Ça allait. Mais parfois, je fais une date le week-end en Europe ou en France. Et je rentre de cette date, je sais pas pourquoi, je suis cassé en deux. Donc en fait, ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais cette tournée, non, elle était cool. On a eu le temps de... quand on était en Asie, on a eu le temps de se reposer. Moi, en Australie, c'était hyper chill aussi. J'ai vu des potes là-bas. Donc, c'était pas... je suis rentré plutôt bien pour attaquer l'autre. Et hormis les dates, t'as kiffé quelle ville le plus? Bon, on exclut Melbourne parce que tu serais un peu biaisé sur ça. Mais Sydney, j'ai beaucoup aimé aussi. Ok. Ouais, j'ai des potes là-bas que j'ai rencontrés l'année dernière. Donc Sydney, la ville est très cool. Et en Asie? En Asie, moi j'ai vraiment... Bangkok, c'était sympa. C'est intense comme ville. D'accord. Avec la pollution... c'est vrai qu'on y avait un pic de pollution pile poil quand on y était. Il y avait des écoles qui étaient fermées et tout. Ah ouais? Et c'est limite dans le brouillard, matin, tu vois, il y a un voile de brouillard. Le matin, c'est bleu et la ville entre les deux, tu vois, il y a un voile noir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un pic à ce moment-là? Les voitures. Ouais, mais elles sont toujours là, les voitures, non? Pourquoi? Les voitures, l'été, peut-être il n'y a pas d'air. Ah, ok, ouais. Comme à Paris, quand l'été, tout le monde prend sa voiture et qu'il y a des pics, je pense. C'est vrai. Remarque, ça arrive l'hiver. Je sais pas. Je crois qu'il y avait un truc de température où, en fait, si t'es je sais pas une scientifique. D'accord. D'après ce que j'avais lu, je crois qu'il faisait soit un peu plus froid ou un peu plus chaud que d'habitude. Et en fait, tu changes de 3 degrés. Je sais pas, il va y avoir des trucs où ça se va moins, la pollution va moins s'évacuer. Ça crée une espèce de sphère. D'accord. C'était assez chaud, mais c'était quand même très cool. On a vraiment bien profité de la ville. On est allé à Taïwan aussi, on est resté quelques jours. C'était votre première fois dans ces villes-là? Oui. Oui, enfin, moi, Bangkok, non, et Hong Kong, on l'avait déjà fait. Mais Taïwan, première fois. Taïwan, Bangkok, pour moi. Ok. C'est trop bien. Trop cool. Est-ce que, vous deux, vous avez déjà eu des dates où il y avait trop de portables? Braqués sur vous? Moi, ça m'est arrivé. C'est pas du niveau de Bob Sinclair, genre comme ça. Vous avez vu la vidéo, il a dit soirée à chier et tout. Mais il y a pas que lui, c'est un monde différent, donc peut-être encore plus commercial et EDM où là, ça doit être encore pire. Mais il y a aussi Anima. Après lui, il a un gros truc de vidéoprojecteur derrière lui, mais j'avais vu une vidéo où c'était dingue. Il y avait que des téléphones. Il y avait que des téléphones. Je suis en mode genre, wow, t'imagines, t'arrives et t'as que des téléphones sur toi, personne danse. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Il y a toujours évidemment des gens qui sont habitués à filmer sur les drops et tout, mais je me suis jamais retrouvé face à une rangée de portables comme ça, en étant tu vois, je pense que ça doit faire bizarre la première fois que ça t'arrive. Ça doit un peu tuer un peu la vibe et l'ambiance, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé des portables et tout, mais jamais à un tel point où être obligé d'en faire une vidéo le lendemain, arrêter de le filmer, c'est trop. J'ai vu. J'ai été à l'inauguration de Miamao
Et là-bas, ils ont un policy ils te mettent un petit sticker sur le truc, un peu comme un Bergame, etc. Un peu comme un Bergame, cool, ils le font de plus en plus et c'est pas mal. En Angleterre, ils le font beaucoup aussi. Il y en a plein qui le... Parce qu'en Angleterre, ils aiment bien filmer les drones. Ouais, c'est vrai que c'est là où j'ai le plus de portables en général. Ouais. Et les gens filment beaucoup. Mais tout le set. Ah ouais. Il y en a un ou deux qui sont là tout le temps avec leur portable. Le truc qui est un peu marrant, c'est que finalement, ensuite, la vidéo, elle reste dans ton portable. Bon, peut-être tu peux mettre une petite story, mais en fait, tu regardes pas. Si tu filmes tout le set, t'es là à vivre le truc à travers ton portable. Et puis c'est dans un club, dans le noir. La qualité de la vidéo doit pas être bien. Le son, ça doit pas être top non plus. Ouais. Donc, je sais pas, ça fait peut-être des souvenirs ou quoi, mais... Ok. Ouais. Et en parlant de vidéo, etc., c'est important aujourd'hui de nos jours d'avoir quelqu'un de votre côté qui filme pour que sur les réseaux, on puisse avoir du content, l'algorithme, tout ça. On peut parler un peu des réseaux de nos jours, c'est-à-dire de manière générale, il y a un côté un peu triste dans ça, c'est que parfois on ne peut pas trop se focaliser sur la musique, il faut absolument avoir une présence sur les réseaux, sinon c'est un peu dur d'avoir du exposure, quoi. Bah toi, c'est un gros sujet. Ouais, moi ça me rend... Tu parlais du mot triste. Je pense que c'est vraiment le mot, pour moi, c'est triste aujourd'hui, c'est qu'on est dépendant de ça. On n'est plus forcément dépendant de la musique qu'on fait, qu'on produit ou qu'on joue, c'est qu'on est dépendant des réseaux sociaux et que, je sais pas, il y a une espèce de... Tout est englobé, peu importe la fonction ou ce que tu vas faire dans la vie, que tu sois pâtissier, que tu sois artiste, peintre... actrice ou DJ, en fait, tout va être ramené à ton compte Insta, tu vois, tes réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur le compte Insta d'un producteur, tu vois qu'il a... Ah, il y a Nacho. T'écoutes, il voit que le sujet est sensible, donc... Tu vas voir, par exemple, le profil d'un producteur ou quoi sur Insta, t'écoutes sa musique, tu te dis, c'est trop cool, tu vois, j'aime beaucoup. Tu vois qu'il y a 1000 abonnés, tu te dis, il y a 1000 abonnés, dommage, tu vois. Tu fais la chose inverse, tu vois qu'il y a 25 000 abonnés, qu'il y a des photos réelles trop bien, qui ont trop reaché et tout, mais que la musique est pas dingue. Tu fais, c'est mieux, tu vois. C'est ça, et puis des côtés des bookers, etc., je trouve que, sans dénigrer, etc., mais un peu les DJ TikTok, etc., ils vont voir quelqu'un qui a 1000 abonnés, comme tu as dit, et quelqu'un qui a 25 000, mais qui est nul à chier alors que l'autre, vraiment très bien, c'est pas vraiment basé sur le talent. Ils vont prendre l'autre qui a beaucoup plus de followers. Etc. Ouais. Et toi, Pénélope, du coup, vu que tu es rentrée un peu dans ce monde-là, est-ce que sur ton Insta, les réseaux sociaux de manière générale, en fait, tu essaies aussi de prendre une approche, une direction artistique, tout ça ? Oui, un petit peu. Après, moi, je suis, un peu comme toi. Quand je poste et tout, je suis pas hyper à l'aise. Donc, je poste. Déjà, j'ai séparé aussi le compte pour le jeu et pour la musique. Ok. Et après, moi, c'est un stade différent. Donc, mais de toute façon, il faut poster pour chacun a son stade. Aujourd'hui, tu dois utiliser Instagram. Peu importe si tu es David Guetta où tu viens de commencer la musique, et il faut utiliser Instagram. Après, je pense que ça dépend, parce qu'il y en a qui adorent ça, et je pense que quand t'aimes ça, je pense que c'est plus naturel, et donc ça peut vraiment aider. Mais par exemple, quelqu'un comme Victor qui, lui, se focalise plus sur sa musique, je pense que c'est plus compliqué pour lui de passer ce pas, d'avoir une espèce de régularité dans les posts, ou de devoir se montrer. Lui, ça te ressemble pas trop, et je pense que c'est là où ça coince. Je pense que pour certains, ça peut vraiment aider, et puis il y a quand même des choses chouettes qui sortent aussi de ces, de ces comptes-là. Absolument, Si c'est que ça, en fait, voilà, ça dépend, je pense, de la personnalité de chacun. Un équilibre. Et après, au final, c'est parce que tout est un peu, en fait, lié. C'est que c'est du marketing. Il faut remplir les salles. Les collectifs qui, en fait, franchement, c'est chaud pour eux. Ils investissent du temps, de l'argent. Ils ont envie de remplir. Du coup, ils jouent aussi. En fait, c'est toute cette imbriquement, qui rend le truc un peu étouffant, on va dire. Mais ouais, tout est un peu lié. C'est sûr que si tu prends quelqu'un qui a pas d'abo, qui, voilà, tu sais pas,
c'est horrible, ouais. Aujourd'hui, on parle d'abo pour un artiste de musique. Tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a ses abos sur ses réseaux, et ensuite, il y a sa musique. Ouais. Et là, une fois qu'on passe ce cap-là, c'est compliqué. Alors évidemment, tu vois, tu parlais de techno TikTok, DJ TikTok et tout. À chaque fois qu'on utilise on peut être un peu traité limite de boomer quand tu utilises ce nom-là, en mode il faut faire avec son temps et tout ça. Ah oui, Nacho, il fait vraiment sa petite vie. Donc, mais aussi, je peux comprendre le fait que c'est une industrie qui évidemment rapporte quand même de plus en plus d'argent aux promoteurs, aux clubs et tout ça. Et ça devient un petit peu un business, et qu'aujourd'hui, on parle... c'est comme dans beaucoup d'autres business. On est englobé sous le terme de DJ et de musique, mais on parle plus forcément que de musique, et c'est aussi autre chose, tu vois. Il faut aller plus loin. C'est aussi moi, tu disais que je suis moins à l'aise. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit... je me mettais en mode anti-Insta. C'est toi qui gères ton Insta? Ouais, c'est moi qui gère. Il y a Pénélope qui m'aide beaucoup, les agents de chevrerie qui m'aident aussi beaucoup. Et moi, je me suis dit, bon, à un moment, au lieu de me plaindre sur le fait que j'aime pas faire de la promo et tout ça, autant le faire, et le faire à fond, et me mettre dans un en restant toi-même aussi, voilà. tu t'es pas non plus... Non, je me suis pas changé, hein, c'est sûr. Mais évidemment que moi, je suis plus du côté... il faut mettre en avant la musique et l'artiste plutôt que savoir gérer ses réseaux. Oui, il est vraiment d'accord avec moi. Je suis très très d'accord. Il y a surtout l'aspect équilibre. Ouais, aujourd'hui il miaule vraiment beaucoup, je sais pas pourquoi, c'est un truc de dingue. Non, il a à manger, juste parfois il miaule énormément ce chat. Mais du coup, il y a ce côté où je me dis, bon, faut que j'utilise ça comme taf, parce que par exemple, j'aurais jamais vu qu'il y a la listening party de 39 Records, j'aurais pas pu les approcher, donc ça m'a créé une opportunité pour connecter avec quelqu'un. Il y a aussi l'aspect où faut que j'évite de trop l'utiliser, surtout une des plus mauvaises choses, et j'essaie d'éviter ça. Bon, il y a des fois où je le fais quand même, mais se réveiller et scroll direct. Et ça, c'est vraiment nul. C'est pas cool. Et d'ailleurs, quand je produis, j'ai une petite lockbox, un timer, et je mets mon portable dedans. Et paf, j'ai envie de produire pendant 3 heures, paf, je mets 3 heures, et voilà, c'est rangé. Okay. Et je trouve que, parce qu'on a ce truc d'autopilote, où tu vas te retrouver en train de scroll sans même réaliser... et même quand je suis en train de produire et ça commence à devenir un peu dur, j'arrive pas à trouver ma je sais pas quoi, automatiquement je fais ça. Ah merde, mon portable est dans le truc, ça m'oblige à rester puis après, dans... c'est un vortex quoi. Ouais, exactement. Ça fait 2 heures que sur ton tel. C'est ça, exactement. Je trouve aussi que c'est aussi un peu le but du podcast, d'enlever un peu cette façade, parce que sur Insta, naturellement, on va que mettre les bons moments. Ça veut dire les moments où t'as des gros drops, les moments où t'as des releases, les moments où ça. Tu vas pas mettre un moment où t'es triste ou je sais pas quoi. Et du coup, on va pas... les nuits blanches, les rejets, les sacrifices, les moments de doute, tout ça, il y a un peu cette façade qui rentre en jeu. Insta, c'est du fake. C'est du fake, exactement. Enfin, c'est pas non plus... on joue pas, on n'est pas des acteurs, on joue pas des rôles. Mais évidemment que c'est quand même... Ça reste un petit peu du... On embellit vachement les choses parfois. Donc... Donc parfois c'est évidemment sincère sur quelque chose qui s'est super bien passé et tout ça, mais tout le reste tu te dis pas, et même si ça s'est mal passé, et tu dis que ça s'est trop bien passé. C'est comme ça. C'est ça, exactement. Donc il faut, je pense qu'il faut apprendre à utiliser le portable, enfin même après les réseaux sociaux, enfin plus quand tu vas plus loin, on est dépendant de notre portable. Tu parlais de la production. Moi aussi, quand je produis, parfois j'ai ma main droite qui fait comme ça. Je me fais, oh là là, tu vois, c'est un réflexe qu'on a tous. Absolument. Et ça, c'est sûr qu'il faut gommer ça. Mais bon, grâce aussi aux réseaux sociaux, je pense que ça nous a permis de toucher des gens. Ça nous a apporté des opportunités. Donc, il y a une part hyper positive aussi. Positive. C'est ça. Pour moi, épée double tranchante. Voilà, il y a beaucoup de négatifs et il faut y faire gaffe. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire et un peu de lutter contre ça, qu'on ne soit pas dans un espèce de monde régi par Instagram, tu vois. Il faut que ça reste un peu... humain et qu'on se concentre un peu sur la chose qu'on fait, tu vois. C'est ça, exactement. Mais évidemment, il faut savoir prendre
ce qu'il y a et les opportunités que ça peut nous apporter. C'est ça. Quand je me suis dit que l'algorithme, il faut quand même que je le fasse tourner et il faut poster assez souvent, etc. Donc du côté GoTempo, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Puis je me suis dit en fait je vais prendre quelque chose que j'aime sincèrement, et du coup c'était le stoïcisme, et je mets des mini-textes, donc c'est dans le côté reel, on ne va pas sur le truc pour garder une DA sur le main profil, et du coup ça me fait pas tant chier que ça, parce que je me dis j'aime faire ça, donc c'est pas quelque chose où je me fais vraiment chier à le faire, etc. Oui, tu restes toi-même dans mon truc, quoi. Et puis c'est aussi un peu dans ma marque, c'est la santé mentale, tout ça. Parce que moi, en fait, pour vous expliquer un tout petit peu, quand j'ai commencé ce podcast, c'était après avoir fait un immense burn-out. Je travaillais chez Accenture et c'était vraiment, je détestais ma vie. J'étais sur un projet Société Générale et c'était infernal. Et un jour, je me suis dit, I quit. Nick, j'ai envie d'arrêter pendant un petit moment. Et je suis allé en Espagne, il y avait un petit centre où en fait pendant 2 semaines j'ai fait une cure détox de dopamine, donc pas d'écran, quoi que ce soit, pas de portable, pas de trucs, pas de contact avec le monde extérieur, c'est un peu dans les montagnes Digital aussi. Détox, quoi. Exactement. Et là, au début c'était un peu dur parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais maintenant? Du coup t'avais un cahier, un stylo, des livres, basket, oui, tu réapprends même à t'ennuyer, exactement, à rêver, ouais, exactement. Et quand je suis sorti, je me suis dit je me sens un peu mieux. C'est là aussi où je suis rentré un peu dans le stoïcisme, j'ai lu Méditation de Marc Aurèle, blablabla, tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie dans l'industrie de la musique, voir ce que les autres artistes, ce que eux ils vivent et ce que eux ils peuvent avoir comme expérience différente et ressent les choses un peu différemment. Exactement, ouais. Donc je pense que c'est cool, et puis je pense que c'est hyper intéressant à tous les spectateurs de voir un peu derrière Toupie Vitesse ce qui se passe vraiment, que vous aussi vous stressez avant une date, vous aussi vous trucs, etc. Ça dépend de quelle date, comme tu as dit, mais voilà. Ici, on a un cœur. Ouais, exactement. Je passe un peu du coq à l'âne, mais l'aspect technique. Donc, pourquoi des lives? Et puis, comment les lives? Parce que moi, je me suis pris un APC MK2 qui va arriver bientôt. Il y a un réapprovisionnement, etc. Parce que je vais commencer à faire un live. Ouais. Ok, parce que c'est technique, ça, justement, l'APC MK2. Ouais, mais j'ai déjà le SL MK, je pense 59. Et en fait, je fais un peu. Parce qu'avant, j'étais dans le Arrangement View. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des one-on-one avec Donny Cosmo. C'est un artiste de Colombie, vraiment super, ce mec. Christopher Ledger, tout ça. Et là, il m'a appris en fait comment, sur le mode session plutôt que le mode arrangement. Et là, ça m'a changé la vie. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faudrait aussi que je commence à faire des lives, parce que j'adore jam et tout avant de le transformer en chanson. Et du coup, moi, comme tout le monde, je pense, mais moi, je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir poser la question à Victor. Comment tu fais? Avec quoi? Quel équipement? Moi, comme je disais tout à l'heure, ça a été la continuité un peu normale avec la musique que je faisais avec mes groupes, tu vois. Quand tu poses dans ton studio avec ton groupe, tu cherches, tu produis, tu répètes pour pouvoir le jouer. L'idée, c'était ça. C'était répète et gig le week-end. Quand j'ai commencé à faire de la prod, pour moi, c'était pareil. Ma répète, j'étais sur mon ordi, sur Ableton ou Logic, je fais du son. Et en fait, l'idée, c'était de le jouer derrière en live, tu vois. Donc au début, j'avais ma TR8, j'ai ma APC que j'ai toujours. Enfin, l'idée, c'était de comment embriquer chaque track pour que je puisse construire un espèce de 1 heure de set au début. Et donc, moi, l'idée live, c'était ça. Pour moi, le live, c'était ça. Suivait le fait d'être sur scène avec ses instruments, son ordi. Bon, là, tu étais considéré quand même comme DJ. Évidemment que c'est quand même différent techniquement de jouer chacun en je vois. Mais après, il y a un petit live à côté de ton nom sur la line-up et tout. Donc, oui, après, ça, c'est des grands débats que certains ont. On utilise ça parce que pour moi, on peut mettre cette mention live parce que ce que je vais jouer, peu importe comment je vais le jouer, c'est de la musique que j'ai produit de A à Z.
c'est ce qui différencie pour moi d'un DJ, c'est-à-dire qu'il va, il y a quelque chose qui est pré-produit en fait, Moi, c'est pré-produit aussi, mais ça vient. Mais tu fais des petits trucs pendant que. Bien sûr, je rajoute des. Ouais, exactement. Je rajoute des effets. Tu fais jamais exactement le même live deux fois. Non, je fais jamais exactement. Enfin, ça peut m'arriver quand je suis en tournée, j'ai une date la veille, le lendemain, je peux renvoyer un peu la même chose. Ouais, mais je veux dire, il y aura des trucs que tu vas faire un peu différemment. Il y aura toujours évidemment des choses différentes sur lesquelles je peux varier, mais c'est ce qui pour moi fait la différence entre un DJ set où il peut jouer pas mal de choses différentes qui viennent de lui ou pas, et un live où la personne va jouer ses productions. D'accord. Donc évidemment, il y en a qui disent que c'est plus du live parce que c'est pré-produit, et moi je suis d'accord avec eux. On n'est pas à 5 sur scène, un qui fait la basse, un qui fait la TR et un. Donc c'est pas ce qu'on appelle un live band, tu vois. Mais c'est du live dans le sens où tu prends tes instruments, tu peux rajouter tes effets, tes stems, et tu fais ta petite tambouille. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que s'il y a, à part les bands, etc., quand en parlant toujours de musique électronique avec un doigt, etc., une fois j'étais au Louvre, et je vois qu'il y a un mec qui fait un live, mais là, c'est pas en mode les gens dansent, c'est plutôt juste tu observes, et il faisait des trucs très expérimentaux, tu vois, et là, tu peux vraiment te permettre de faire un truc complètement... voilà, alors que en fait, toi, il faut quand même quelque chose de un peu pré-produit quand tu as une grosse scène avec des gens qui dansent, c'est normal d'avoir ça. Pour l'efficacité, pour garder une sorte de dynamisme, tu peux pas créer ta ligne de basse. C'est ça. Je fais ma basse. Ouais, exactement. Ensuite, tu fais, tu vois, ça peut pas être jouable. Moi, quand tu arrives dans des soirées où de minuit à 6h, tu as 1h30 de set. Il faut qu'en 1h30 tu t'exprimes et que tu ailles vite à l'essentiel. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une intro de 10-15 minutes où tu commences à chercher. C'est ça, exactement. C'est un peu compliqué. Et tu parlais de live à un doigt. Il y en a beaucoup. J'ai eu des commentaires sur des lives et tout ça. Il y en a beaucoup qui critiquent un peu la musique électronique dans ce sens-là, où tu as juste un fader à pousser ou un potard à tourner, ou moi en me disant mais c'est pas un live puisqu'il tourne 2 boutons. Ouais, ça m'arrive de tourner 2 boutons et même moins parfois, tu vois. Mais c'est pas un live parce que tu tournes 2 boutons, mais ils ont vu les 40 heures que tu passes dans ton studio. C'est ça. Et bon, ça, voilà, tu peux pas aller... et les 40 heures, en fait, je dirais que c'est 5 années derrière. Parce que pour en arriver à ton niveau maintenant, c'est pareil que pareil pour le DJ. Ouais, pour le DJ, il a passé du temps à chercher des tracks. Bah, c'est ça, ouais, exactement. Donc, mais ça, c'est des débats qu'on n'a même pas à avoir, parce que ceux qui disent ça, c'est ceux qui connaissent pas vraiment un peu le monde de la musique électronique et ce qu'il y a comme travail derrière, tu vois. Donc, et je peux comprendre, aujourd'hui, avant la musique, il fallait, quand tu étais musicien, il fallait que tu joues d'un instrument, tu vois. Aujourd'hui, la musique électronique, ça a évolué. Tu peux être vachement aidé. Tu peux, les platines CDJ, en 1 heure, tu peux apprendre à mixer. En Ableton, tu as des packs de samples où tu drag and drop et ton son, il est quasiment fait, tu vois. Donc, j'ai vu ça surtout avec les pubs sur Insta parfois que je vois, c'est des trucs de dingue, comment c'est en mode drag and drop. On est hyper aidé et c'est évident que par rapport à avant, quand tu voulais devenir musicien et faire de la musique, il fallait te mettre dedans. Tu pouvais pas apprendre à jouer de la guitare en 1 heure. Bah oui, c'est ça. Moi, je me rappelle... Ouais, vas-y, pardon. Non, tu peux comprendre que c'est quand même beaucoup plus accessible et facile à prendre en main. Mais évidemment, il y a ce côté peut-être... avant, il fallait vraiment le mériter, quoi, tu vois, pour être musicien. Ouais, je me rappelle quand j'étais sur FL et en fait, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Je regardais parfois des vidéos YouTube, etc. Mais en plus, c'était en désordre et je comprenais rien. Et parfois, on parlait de compression et je faisais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, quand tu as commencé, tu as appris... Est-ce que tu avais quelqu'un qui t'a un peu appris? Donc, hormis tout ce qui est les vrais instruments comme batterie, tout ça... Tu as commencé avec Logic et ensuite Ableton. Tu as ouvert, il y avait 40 000 boutons, tu étais intimidé. Comment tu as fait? Je regardais un peu des tutos pour prendre en main le truc. Après, j'ai vite skip Logic. D'accord. C'était pas bien pour ton workflow, non. Genre, ouais, ok. Ableton, ça m'a tout de suite beaucoup plus plu, tu vois. Et j'ai pas pris de cours. Je regardais des tutos, comment prendre le logiciel en main. Et ensuite, voilà, les trucs de compression, d'effets, enfin là, on peut dans les trucs techniques. Mais j'ai toujours un peu appris ça sur le tard, tu vois. Okay. Parfois, ça m'a joué
ça m'a joué des mauvais tours parce que j'ai envoyé des EP, des tracks au pré-master à des ingé-sons et ils me disaient mais qu'est-ce que t'as fait, tu vois, tout est dans le rouge, il n'y a rien, machin. Et moi j'étais content de ma track parce que je voyais ça comme un truc global. Et parce que quand je faisais de la musique avant, quand t'as un groupe, tu joues en live, la compression, tu t'en fous. Et quand t'enregistres ton EP, c'est pas toi qui le mixe. Il faut faire un travail complètement neuf, c'est-à-dire être aussi ingé-son de ta propre musique, tu vois. Donc au départ, j'en avais aucune idée, compression et tout pareil. J'étais là, ok, super. J'avais tous les plugins, je les ai tous téléchargés, tu vois, officiellement et non officiellement. Ils étaient tous là, mais je les utilisais pas. Mais j'étais content de les avoir, tu vois. C'était des bons compresseurs que je n'utilisais pas du tout. Et après, petit à petit, tu apprends à peaufiner la chose. C'est ça, surtout petit à petit, Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de prendre de cours. Tu as des tutos qui te montrent de A à Z comment faire ça, comment faire le son d'un artiste ou des trucs comme ça. Ouais, 100%. Et puis, tu sais, c'est marrant, il y a un mec Patreon qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà ? Tourman, qui fait parfois des tutos. Ouais. Bien sûr, ouais. Et il a fait comment faire de la house comme Vitesse. Ah, Truman, c'est un anglais ? Je sais pas, je me rappelle pas. Tourman, genre comme tour, et puis man. Tourman, d'accord. Ouais, exactement. Mais je suis d'accord avec le fait qu'on peut rien faire en speed, parce que par exemple, parfois on voit des pubs, moi j'en ai vu sur Insta, où tu as un grand ingé son qui dit, en 3 jours, apprenez comment faire des hyper bons mix. Je parle pas de DJ, mais hyper bons mix, ça veut dire level, tout ça, etc. Et je me dis, mais... ça marche pas comme ça, genre tu peux avoir Jamorant ou LeBron, tu vois, qui te fait un gros masterclass sur comment tirer des 3 points. C'est cool, et t'as vraiment un bon masterclass, mais faut que tu ailles tirer des 3 points. Sûr. Et du coup, ça va prendre beaucoup de temps pour que tu réussisses à tirer des 3 points. Donc en fait... l'analogie avec le 3 points, elle est bien, sauf qu'aujourd'hui, tu as tellement d'outils qui te permettent de mixer et de produire facilement que tu n'as pas besoin de tryhard comme à aller mettre des 3 points. Et aujourd'hui, c'est un peu la fast food, c'est-à-dire apprends à mixer en 1 heure, deviens DJ en 1 heure, deviens producteur en 35 minutes à peu près. Tu vois, c'est tellement... Il y a eu tellement un raz-de-marée avec ça qu'il y a évidemment des gens qui se sont dit, il y a quelque chose, il y a un filon à prendre, tu vois. Donc, ils proposent évidemment beaucoup de choses en moins de temps possible. Parce que tout le monde veut être DJ et tout le monde veut être producteur très vite. Voilà, c'est... Donc voilà. Et après, il faut faire un peu le tri entre tout ça, entre le fait de passer du temps à produire, à mixer, pour être vraiment un DJ, un producteur à part entière, quoi. Toi, Pénélope, ça t'a mis combien de temps quand t'as appris à mixer à en arriver où t'en es maintenant? Comme dit Victor, franchement, aujourd'hui, c'est la base du mix. Tu peux l'apprendre assez rapidement. Après, pour avoir des automatismes, une aisance derrière les platines et tout, franchement, je suis encore en chemin. Tu vois, même après 2 ans. Surtout qu'au début, même si je peux m'entraîner chez moi, c'est pas pareil quand t'es vraiment en situation. Et au début, t'as pas des gigs tous les week-ends, quoi. Donc, ça met un peu de temps. Et moi, je me considère vraiment encore en chemin, mais je me sens... J'ai déjà plus d'aisance, j'ai mes repères, j'ai mixé sur même plusieurs types de platines, tu vois. Ouais, parce que tu as commencé avec quoi, les XDJ dont tu parlais, 700. Donc en fait, tu n'as pas commencé avec l'ordi, où les deux sont alignés comme ça. Tu as commencé avec... Non. Ouais, ça c'est bien ça, parce que généralement, c'est plus dur de faire du beat matching quand c'est... Parce que... Attends, XDJ 700, c'est 2 trucs séparés avec un mixeur au milieu. Absolument. Ouais, exactement. Donc ça, c'est plus dur et t'es direct rentré dedans. Je me rappelle que quand moi, j'avais fait la passerelle entre les petits trucs pour ensuite aller sur des CDJ, je me suis dit, merde, c'est un peu plus compliqué. Il y a un vrai bouton 5 où t'appuies sur le bouton et les deux sons se calent. Sur l'XDJ, non, c'est aidé, mais il faut quand même caler son morceau. Ouais. Je me rappelle une fois, j'étais booké dans un... Comment ça s'appelle ? Le Cox. J'avais demandé c'était quel équipement et il m'avait dit de CDJ et le jour J j'arrive et en fait finalement c'est pas des CDJ parce qu'ils étaient en panne, il a dû les envoyer, c'était des CDJ hyper anciens, celui où c'est des points, tu vois pas les soundwaves. Et là j'étais en mode genre, et les pourcentages de BPM c'est même pas ça, elles sont dures celles-là. Et là j'étais en mode genre what the fuck, et j'ai commencé à stresser et tout, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire. Là c'est un vrai entraînement, quoi. Et là je me suis dit bon, je me concentre sur mes oreilles et c'est tout. C'est ça. Et après en vrai c'est la meilleure chose pour apprendre. Exactement. Parce qu'aujourd'hui on est tellement aidés. C'est ça.
c'est devenu très... Je crois que c'est les 800 quoi. Ouais, un truc comme ça. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Et puis, après cette date, je me suis dit... En fait, j'ai pris beaucoup confiance en moi. Et ensuite, quand j'ai commencé à jouer sur vinyle aussi, là, c'était... c'est des choses qui te servent. Ouais, exactement. Et voilà. J'ai un peu passé du coq à l'âne, mais si vous pouvez changer une chose dans l'industrie de la musique, ça serait quoi ? On en parlait, hein, c'est tout vu. Ah, attends, avant d'en parler, juste... Mon coup de gueule. Quel plugin, de manière générale, tu utilises ? Nexus, Diva, comme Synthé ? Tous. C'est un peu le problème. Mais c'est bien d'avoir beaucoup. Supermarché du plugin. Okay. Alors, évidemment, comme tout producteur, il y en a beaucoup que j'ai craqué, quelque part. Et plus j'ai appris à les apprécier. Ah bah sinon, on serait tous pauvres. Hein. On serait tous... Donc, si j'apprends vraiment à apprécier un logiciel, à beaucoup l'utiliser, je vais l'acheter. Mais le problème, c'est que tu as tellement de choix que t'as presque trop de choix. Tu vois. Je me concentre sur ceux que je connaisse plutôt que d'en prendre des nouveaux. Comme des nouveaux jouets, j'utilise pendant 2 heures. Et je suis là, super. Après, je passe à autre chose. Tu vois. Ouais, je vois. C'est devenu... Il y en a trop. Aujourd'hui, il y en a énormément. Faut choisir, ils ont quasiment tous les mêmes sons. Donc, il faut apprendre à gérer quelques presets et quelques VST. Moi, Omnisphere, tu peux faire des trucs incroyables avec ça. Omnisphere, tu parlais de Diva, de UHE, c'est super aussi. Toute la gamme Rob Pipen, c'est incroyable aussi. Les plugins, à la base, c'est pour faire de la trance et de la psy-trance. Si tu peux en avoir genre 1 ou 2, tu prendras lequel ? J'utilise beaucoup le Spire. Spire, je connais, ouais. J'ai plus les producteurs en tête. Omnisphere. Ok. Et voilà, et après peut-être. Ok, donc ça c'est software. Hardware, t'as quoi ? Hardware, j'aime bien les pads, donc j'utilise plus en live. J'ai un Nord Drum, le pad, où je mets des samples et je fais ça en live. J'ai le SPD aussi, le Roland. En hardware, ensuite, j'ai j'ai plus le nom. J'ai le gros Yamaha CS1X, le bleu, qui est très cool. Sinon, Microkorg et tout ça. D'accord. J'utilise beaucoup moins de hardware. Ok, je vois. Et quand tu commences, page blanche, tu commences avec quoi ? Ou c'est à chaque fois aléatoire ? Ou est-ce que tu commences toujours par drum ? Toujours aléatoire. Hein ? Et ça m'arrive souvent que je suis sur un track, je cherche quelque chose, je cherche une ligne de basse, et j'entends quelque chose de trop bien, ou que ce soit un preset, ou que ce soit un son drum. Et du coup, hop, je switch sur un autre et je pars sur autre chose, sur des vocales ou quoi. Ça part vraiment de choses hyper différentes, quoi. Trop cool. Ok, cool. Et pour les artistes émergents qui commencent, vous leur direz quoi ? D'envoyer des DM à Arnaud. Non, je rigole. trouver son Arnaud, je pense. De pas avoir... de trouver le bon équilibre entre la confiance en soi et... de pas être là... inonder tout le monde de messages, écoute ma musique, ça. Mais ce que je veux dire par trouver son Arnaud, c'est vraiment, je pense, se monter une équipe et trouver des gens avec qui tu te fais une team pour avancer, parce que je pense que pour moi, t'avances pas tout seul, et ça se crée comme ça se crée par des gens qui vont t'offrir des opportunités de pouvoir mixer, de rentrer dans une agence, de t'écouter, et pour moi, quand je disais ça, c'est trouver avec qui tu vas avancer, quoi. Et si tu te crées une team où il y a t'as envie d'avancer dans le même sens, où il y a une fidélité et une envie, et aussi l'envie de bosser, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est que fun, mais c'est aussi beaucoup de taf. Les gens, ils voient pas ça, justement. Et moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment oser envoyer des messages aux gens qui t'intéressent, et se faire une team avec laquelle avancer. Ça, 100%. Mais parfois, trouver ça, c'est compliqué. Bien sûr. La démarche, il faut que la démarche soit un peu... j'allais dire ok, mais tu vois, parfois tu as de la chance, tu envoies 1 ou 2 messages, mais parfois ça marche pas et tu dois en envoyer plus, et tu sais pas où se trouve la limite entre forcer avec une agence. C'est un grand équilibre. C'est un grand équilibre à avoir, exactement. Et moi, je l'ai même vécu, je le vis toujours un tout petit peu, le côté. Donc, je produis vraiment beaucoup, mais en termes de date, j'ai presque rien. Et puis, ça me dérange pas tant que ça, mais parfois je suis un peu frustré, mais je me dis je vais prendre vraiment la route de prod,
Et comme ça, j'approche des labels, etc. Et quand je signe, je gagne un peu plus en légitimité dans ça. C'est et sûr, Par exemple, 39, si je signe avec eux, je sais que là, ils vont avoir un truc avec Blissync. Bon, c'est le samedi avant semi-marathon, donc même si je voulais, je pouvais pas. Okay. Mais quand je relâche avec eux, je suis sûr qu'ils vont me dire viens jouer à telle date ou telle date. Quand je relâche et quand je release. Ouais, quand je release, exactement. Ouais. Pardon, ouais, quand je release, exactement. Mal, quand je relâche. Mais c'est simple, c'est relâcher un peu. Mais du coup, j'ai toujours pas trouvé mon Arnaud ou mon truc ou mon voilà. Et puis comme tout le monde, j'ai des moments où j'arrive pas à appliquer le stoïcisme, où je me compare avec d'autres gens, où je me lève et justement des effets néfastes d'Insta, je vois des gros DJ avec des grosses dates et je me putain, je suis une merde, j'arrive pas à trouver de dates et tout. Puis je me dis mais regarde the big picture, c'est pas grave, son niveau 12, c'est pas mon niveau 8. Faire attention à pas trop se comparer. Ouais. C'est ça. Tu peux t'inspirer et te dire, bon, ce serait cool, voilà ce que je peux viser ou ce que j'aimerais viser. Mais si tu ouvres Insta, aujourd'hui, évidemment, tu suis des artistes que t'aimes, donc des artistes qui sont amenés à parfois faire des grosses dates, des gros trucs, et tu regardes ça dès le matin, t'es là, bon, moi je fais pas ça, tu vois. Exactement. Et ça arrive à chaque artiste. À chaque niveau, tu vois ce que je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, peu importe où il est dans... C'est ça, il y a le dicton overnight success qui prend 5 ans. C'est parce que le mec a un truc qui explose, mais en fait, il a travaillé 5 ans avant. Et puis aussi, par exemple, si quelqu'un est frustré... Nique pas le setup, s'il te plaît, Nacho. Si quelqu'un est frustré parce qu'il te voit jouer devant autant de gens ou quelque chose... là, par exemple, pour le pâté, il peut voir que tu as commencé en 2017 et tu as fait tout le chemin pour en arriver où tu en es maintenant. C'était pas en mode juste tu t'es levé un beau matin, tu t'es dit allez hop, festival. Mais évidemment, ça. Toi aussi, Pénélope. On sait qu'il y a du travail derrière. Exactement. C'est sûr, mais c'est pas ce que les réseaux sociaux nous montrent. Ouais, exactement. Si vous pouvez, donc Pénélope d'il y a 10 ans et Victor d'il y a 10 ans, vous pouvez leur dire quelque chose, ça serait quoi? Moi, je sais. Vas-y. Ce serait fait du piano. Ok, t'as quel âge là maintenant? 31. 31, ok. Ouais. 21, ouais, ok. Même 21, même 20, j'aurais dû me dire à un moment, il faut que je commence le piano. Parce que ça m'aurait ouvert encore plus sur des possibilités. Ouais, sur des trucs. Là, ça trouve un côté... des possibilités harmoniques. Comme Tourmaubourg, par exemple. Lui, je sais qu'il fait des... Tous ceux qui... Moi, j'ai eu de la chance de faire de la batterie, donc rythmiquement, c'est cool. J'ai eu de la chance de jouer avec beaucoup de groupes, donc ça m'a aussi formé un peu sur les harmonies, les mélodies et l'inspiration que j'arrive à trouver. Mais parfois, je peux rester bloqué en me disant, j'ai cet accord en tête et je sais pas le faire. Et là, je me dis, mais putain, tu vois, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que, c'est ce que je me dis environ tous les 4-5 ans, je vais faire du piano et je le fais pas. Donc, je me dis... c'est dur de 10 ans au passé, ce truc, il n'a toujours pas fait. Ouais, je vois. Et toi, Pénélope, si c'est pas indiscret, t'as quel âge, toi? 30 ans. Ah, ok, trop cool. Mais tu fais plus jeune. C'est bien, c'est une bonne chose. Moi aussi, en général. Ouais, c'est absolument. Vous me donnez quel âge, moi? Oula, moins de 30 ans. Ouais. Moi, genre 27, 28. Wow, nice, ok. Et toi, ça serait quoi? Moi, je pense, c'est n'aie pas peur d'oser, quoi. Enfin... Okay. Ouais, ne te refuse rien. C'est cool ça. Est-ce que, avant de passer aux questions fun et au segment fun, vous avez des petites anecdotes à raconter des trucs? Bon, toi, t'as raconté l'ordi qui surchauffe et tout, mais c'est pas mal. Ouais, vous avez eu des grosses galères, des gens hyper bourrés sans un nommer ou sans truc, mais des trucs vraiment pas bien ou vraiment trop bien qui sont passés? Moi, des trucs pas bien, j'en ai eu pas mal. Ouais. Des gens bourrés en club, c'est... Parfois, je stresse quand le mec, tu mixes et il est avec son verre comme ça au-dessus du truc. Ouais, ça c'est chiant, surtout quand t'as ton ordi. Ouais. Ça, j'imagine, en plus, c'est tes trucs perso. C'est... Ouais, ok. Ouais. Moi, à Lisbonne, j'ai des mecs qui ont renversé le boost, littéralement, mais sauf que c'était sur celui de gauche. Il y avait 2 boosts comme ça. Ouais. Et je les vois de plus en plus. Ils montent sur la scène, ils se mettent debout 2 minutes. Ils sont là en forme. Ouais. Et à un moment, ils s'accrochent au boost, c'est la classique. Et je vois la table qui commence à partir. Donc je la retiens un peu. Il y a un mec qui la retient. Ouais. Mais tout allait partir. Et ensuite, comme tout était linké, les platines allaient continuer à bouger aussi, tu vois. Et là, je me suis dit, voilà. Et au final, ça n'a pas bougé. Il a remis la table. Mais c'est des petites anecdotes comme ça. Mais des trucs cool aussi. Des trucs cool. Enfin, c'est pas des anecdotes, mais évidemment, quand ça se passe bien, qu'il y a une super ambiance. T'as une grosse adrénaline et tout. De communion. Tu sors de ton geek, t'es là-bas. C'est trop bien. Quoi. Ouais.
trop bien ça. C'est quoi votre dream back-to-back? Ah, le dream back-to-back. En plus, on y avait réfléchi. Si, parce que j'avais dit, moi, Toupie. C'est déjà fait, tu pourrais faire autre chose. Et bah, on peut réaliser son rêve. Non, mais moi, je suis pas DJ, donc... Ouais, c'est vrai qu'en fait, dream back-to-back live... Mais en fait, non, tu peux pas vraiment faire de live back-to-back. C'est hyper compliqué, ouais. Dream solo. Collab, alors, pour toi? Ah, dream collab. Avec qui j'aimerais bien faire du son? C'est pas n'importe qui. N'importe qui? N'importe qui. Bah, tu vois, j'ai pris une des plus grosses claques sur la production que j'ai prise récemment. C'était l'avant-dernier album de The Weeknd. Ok, The Weeknd, ouais. Enfin, même pas genre en collab en mode on sort un EP tous les deux, mais bosser sur des trucs comme ça avec les producteurs. Ouais, ça doit être... Et parce là-dedans, il mixe tout, tu vois, l'électro, la synthwave, un peu d'électro, un peu rythmé, tu vois, du rap. Et franchement, ça m'intéresserait vachement de découvrir et de bosser avec des mecs comme ça, parce que je pense que ça doit être... En plus, il doit avoir un putain de studio, ces mecs. Il doit avoir un bon studio, en plus. Et toi, ton dream back-to-back, moi, j'aimerais bien avec Mathilde Fernandez. Ok. C'est celle qui chante dans Ascendant Vierge, dans le duo. Elle fait aussi des DJ sets en solo, et j'aime trop son univers, ce qu'elle dégage. Ok. Ou pas moi. Ce serait fun. Si. C'est déjà fait, tu vois. J'ai déjà réalisé mon rêve. Disons, tu produisais. Quel artiste t'inspire le plus, avec lequel tu aimerais tu aimerais faire une collab? Rebecca Warrior, je pense, de Sexy Sushi. Ok. Faudrait que j'aille écouter. Je connais pas du tout. Vos dream dates, ça veut dire venue. Ça veut dire que ce soit Sunwaves, je sais pas quoi, Burning Man. Moi, j'aimerais bien un festival, parce que j'ai mixé que en club, et j'avoue que mixer dans un festival, ça doit être une autre ambiance. Ouais. Et t'en as un en tête, particulier? Il y en a plein. Il y en a plein. Dour. Moi, j'aimerais bien Dour. Ok. Ouais. Toi aussi, Dour, du coup? Je lui laisse, moi, je prendrais... prendre Dour aussi. Mais ouais, un festival, ça me plairait bien, je pense. Il doit y avoir une ambiance... Je sais pas, c'est aussi effervescent, quoi. Bien sûr, l'ambiance des festivals, c'est... Ouais, c'est un autre truc. Ouais. Puis même en journée, je trouve ça... je sais pas. Un cercle aussi, c'est pas mal. Ouais, cercle, ça pourrait être cool. Hein. Dans un lieu très improbable. Le Salar d'Uyuni. Oh là là, il y avait eu ça. Alors ça, incroyable. Ça, j'avoue. Ben voilà. En Bolivie, incroyable. On ne dit pas non. Hein. Ouais. On refusera pas l'invitation. Oui, dans des peut-être que quelqu'un de Sarthe regarde et verra. Hein, vous savez jamais comment ça se passe. Comme avec les tomates, tu sais jamais les trucs qui sont liés. Exactement, voilà. C'est quoi vos buts pour 2025 ? Vous avez des trucs, des projets qui sortent? Est-ce que toi, tu as des dates qui arrivent? Oui, moi, j'avais déjà parlé tout à l'heure des dates du théâtre. Moi, c'est continuer ma route. J'ai pas un goal précis, c'est plutôt continuer mon chemin. Que ça avance bien avec Rostid, que... Ouais, c'est... Voilà. C'est cool, ça. Continuer mon chemin. Ouais. Et toi, Victor? Moi, on a commencé le tour où je joue que des all night long en live, des all live longs. J'ai commencé ce week-end. Donc ça, ça a été vraiment un goal pour toute l'équipe de Chevry et pour moi pour 2025. Ça a été très gratifiant, j'imagine. Ouais, c'est super. C'est cool d'aller partout, un peu en France, aussi en Europe. Là, on a réussi à faire sold out le Cabaret Sauvage. Ouais, je viens d'ailleurs avec ma copine. Cool. Je vais être là. Et du coup, on a... un petit coucou. Oui, tu viendras nous voir. On a même rajouté une date au Trabendo le 15 mars. Ah, j'ai pas vu ça du tout. On va l'annoncer dans pas longtemps. Ah, ok, c'était pas annoncé. Donc voilà, que toute cette tournée se passe bien. Pour l'instant, elle se passe trop bien. Et oui, voilà, il y aura aussi de la musique à sortir, à release. Ouais. Que ce soit avec Vitesse. Ouais. Je fais absolument beaucoup d'anglicisme en fait. C'est un truc de j'adore. Okay. Ouais, voilà, que ce soit avec Vitesse ou Grand V, continuer à faire ce que je kiffe, à sortir de la musique, quoi. Ouais, trop cool. Je vous souhaite le meilleur succès du monde. Trop cool. Vous avez des hidden talents avant qu'on passe
de trucs, des petits trucs. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Hein. Par exemple, moi, je sais faire tourner la balle de basket, un truc tout con comme ça. Je peux pas faire ça, mais j'aurais bien aimé. Ah bah, peut-être le basket. Ouais. Ah bah oui, d'ailleurs, tu connaissais cette genre, tu t'intéresses à NBA. C'est vrai. Ouais, pareil, mec, vraiment pareil. C'est quelle équipe? Moi, je suis joueur. Tu vois, Morant, j'adore Durant. Mais c'est un dingue, Morant, je sais pas comment. Le mec qui flotte quand il fait des trucs, j'ai jamais vu un athlète comme ça. En plus, quand on est allé, je suis allé jouer aux États-Unis, faire une tournée il y a pas longtemps. Ouais. On est allé voir les Clippers. On est allé voir Golden State. Ah, du coup, je suis à chaque fois que un enfant dans le stade. T'as vu quoi? Il a des étoiles dans les yeux. Mais moi, j'aurais, c'est aussi. C'est trop cool, c'est le choix à l'américaine. Même si t'aimes pas le basket. Mais oui, t'as tellement de trucs qui se passent et tout. C'est trop bien. Moi, je suis un grand fan. J'aime beaucoup le foot. Mais quel rapport avec ton hidden talent? Être un enfant dans le stade d'NBA. J'allais dire le basket, c'est. Alors qu'en fait, je suis pas ouf, mais genre, je peux mettre un 3 points. Ok, c'est un petit truc que les gens ne connaissent pas. Voilà. Ouais, exactement. Je peux mettre un 3 points. Okay. Et toi, Pénélope? Je pense que je peux mettre un 3 points aussi. Non, je rigole. Avant de commencer. Un 2 points. Voilà, un 2 points, moi. Peut-être, Talent caché, j'ai pas de petits tricks un peu. Ouais. Non. C'est compliqué, ça. Est-ce que tu arrives à pleurer sur commande des trucs de ouf comme ça? Pour oui. Le théâtre et tout? Oui. Bah voilà, hein, ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Ok, trop cool. Je suis assez curieux comment. Tu penses à des trucs... Franchement, ça c'est des tambouilles internes. Ah non. Okay. Non, mais en plus, tu te mets dans un personnage, ton personnage il vit quelque chose, et donc de vivre le truc... C'est un peu le method acting, comme ils disent. Ouais, ok, trop bien ça. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé votre merci à vous. Merci à vous, merci à toi. Et du coup, au prochain épisode, tout le monde. Ciao. C'est quelle caméra? Salut.